Bonjour à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints en direct pour cette réunion d'information organisée par l'ANDRA. Cette réunion elle est consacrée à la présentation des réponses de l'ANDRA suite aux recommandations émises par l'autorité environnementale dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique du projet de centre de stockage Cigéo. On reviendra sur tout ça dans quelques minutes dans le cadrage de la réunion. Je me présente tout d'abord, je suis Simon Mazagic de l'agence Equer et j'ai le plaisir d'animer nos échanges au cours de la soirée. Pour intervenir à mes côtés en plateau, deux intervenants. D'abord Sandrine Chotard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice du dossier de DUP Cigéo pour l'ANDRA. Et à vos côtés, Sébastien Crombé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur Sûreté, Environnement, Stratégie Filière à l'ANDRA également. En plus de vous deux en plateau, on a plusieurs intervenants experts qui sont connectés à distance et qui pourront, au cours de la soirée, au besoin, en fonction des questions qui seront posées, apporter des précisions sur certains sujets. Bonsoir à tous. Avant d'entrer dans les présentations et dans le déroulé de notre soirée, quelques éléments sur la manière dont cette réunion va se dérouler. 4 grandes parties vont vous être présentées. Chacune d'entre elles sera suivie de temps de questions-réponses. Pour poser vos questions, pour participer, pour faire remonter vos différentes remarques, vous pouvez le faire par écrit au cours de la soirée en utilisant l'outil de chat. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton. Alors, selon les versions de l'outil Zoom que vous avez, vous pouvez cliquer sur Converser ou Discuter. Pour la plupart des cas, c'est en bas de l'écran. Donc, vous cliquez et vous participez. Pour fluidifier la réunion et les échanges, je vous précise que ce chat ne sera ouvert que quelques minutes avant les temps consacrés aux questions-réponses. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez faire remonter vos questions. Les équipes de l'ANDRA en régie se chargent de nous les faire remonter en plateau tout au long de la soirée. On essaiera de les regrouper par thématique pour en traiter le plus possible tout au long de cette soirée. Je vous précise également que la réunion est enregistrée afin qu'elle puisse être rediffusée, revisionnée ou par les participants ou par des personnes qui n'auraient pas pu être connectées avec vous et avec nous ce soir. Voilà pour le cadre général de la réunion. Je présentais le thème en introduction et les différentes séquences. Sébastien Crombé, je me tourne vers vous. Cette réunion, elle s'inscrit dans un cadre bien particulier. Vous pouvez nous le rappeler pour commencer, introduire un peu les grands enjeux de cette réunion ? Oui, alors la déclaration d'utilité publique, le dossier a été déposé par l'ANDRA en août 2020, il y a à peu près un an. Il a fait l'objet d'une instruction, et dans le cadre de cette instruction, il a notamment fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale, qu'on appellera souvent, je pense par abus de langage, AE au sein, pendant cette réunion, donc voilà, pour que tout le monde repère bien le vocabulaire. Alors cet avis portait sur l'étude d'impact du projet, sur la façon dont l'environnement avait été pris en compte dans cette étude d'impact, et il visait à garantir la bonne information du public sur cette prise en compte des enjeux environnementaux. Alors, ce qu'on retient de cet avis de l'AE, c'est déjà un jugement global sur la qualité de l'étude d'impact et de la prise en compte sur l'environnement, un jugement qui est plutôt positif aujourd'hui, puisque l'AE soulignait qu'il s'agissait d'un dossier d'une ampleur peu commune, mais qui avait déjà une étude d'impact très importante, et que l'évaluation environnementale du projet Cigéo était déjà très détaillée et expliquait les questions techniques abordées de façon didactique. Il soulignait aussi un autre point important. Comme je disais, on est au stade de la déclaration d'utilité publique, qui est la première étape du processus d'autorisation successive que va nécessiter Cigéo pour que sa construction et son exploitation soient autorisées. Et il soulignait en fait le choix de l'ANDRA et sa pertinence d'actualiser l'étude d'impact au fur et à mesure de ces procédures et au fur et à mesure du niveau de détail qu'on aura sur les mesures qui sont prises en compte pour l'environnement. Et puis le point important, et c'est ça qui nous amène ici aujourd'hui, cet avis formulait une série de recommandations pour améliorer la prise en compte de l'environnement, qui appelait soit des compléments de mesure, soit des compléments de justification par l'ANDRA. Et donc on a travaillé depuis cet avis côté ANDRA pour apporter ces éléments de réponse qui ont été compilés dans un mémoire qui est publié sur notre site internet depuis un mois environ. Et l'objet de la réunion, c'est de présenter et d'expliquer, avant l'enquête publique qui va se dérouler, ces éléments de réponse à l'avis de l'AE, de recueillir les questions qui peuvent se poser pour l'expliciter. Alors bien entendu, on ne sera pas exhaustif, on invite les gens à prendre connaissance du mémoire complet s'ils le souhaitent, et on va se concentrer sur 4 thématiques principales: la justification des choix principaux de Cigéo, la démonstration de la sûreté du centre de stockage, le socle de connaissances scientifiques sur lequel on se repose aujourd'hui pour concevoir le projet, et puis la prise en compte des enjeux environnementaux. Merci beaucoup. Et donc entre chacun de ces 4 temps, vous pourrez poser vos questions. On essaiera de répondre à un maximum d'entre elles.
Avant de rentrer justement dans la première thématique et dans le vif du sujet, certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas précisément le projet, alors on ne va pas refaire une présentation détaillée, on va vous diffuser une rapide vidéo qui vous permet de comprendre l'essentiel du projet. Ça dure une minute 30 et on se retrouve après en plateau pour dérouler la présentation du soir. À tout de suite. Voilà pour ces éléments de présentation ou de rappel. Alors je vous propose d'entrer dans la première séquence importante, celle de la justification des choix. Dans son avis, l'autorité environnementale, l'AE, comme vous l'avez rappelé, a demandé à l'ANDRA d'apporter des éléments de justification concernant certains grands choix. Parmi eux, un des choix importants, c'est le choix de l'argile comme couche géologique pour implanter les installations souterraines de CIGEO. Sébastien Combet, je me tourne à nouveau vers vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui a conduit ce choix ? Oui, alors le processus de sélection de la couche géologique, c'est un processus progressif qui a débuté il y a près de 40 ans maintenant. Au cours de ce processus, différents types de roches ont été étudiés, en particulier deux d'entre elles, l'argile et le granit. Alors pourquoi ces deux types de roches ? En fait, ce sont les deux types de roches dont on voit au niveau international qu'elles sont étudiées et qu'elles sont compatibles avec le développement de concepts de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs. Alors l'argile, en fait, c'est la roche qui est présente sur le site de Bure, qui a des propriétés qui sont favorables pour ce type de stockage, et le caractère favorable de ces propriétés a été confirmé depuis, et notamment par les essais qui ont été menés au laboratoire souterrain qui a été creusé à partir de l'année 2000. Alors qu'est-ce que ça veut dire des propriétés favorables ? Premièrement, on est dans un secteur dont la géologie est stable depuis plusieurs dizaines de millions d'années, et puis on a des caractéristiques de la roche qui sont compatibles avec les principales fonctions de sûreté qu'on attend d'un stockage, c'est-à-dire d'être capable d'isoler les déchets sur le long terme de l'homme et de l'environnement, de la surface, c'est-à-dire qu'on a en fait une couche qui est située suffisamment profond pour s'affranchir des effets de surface et isoler les déchets, et puis des propriétés de rétention de la plupart des matières radioactives. Une autre caractéristique de la roche, c'est qu'elle est située à une profondeur qui est là aussi la bonne pour garantir qu'on sait technologiquement construire un centre de stockage à cette profondeur. Un autre élément important dans le choix du site de Bure, c'est l'importance en fait de l'accueil par le territoire. Et donc on est sur un site qui a répondu à un appel à candidature dans le cadre de la loi de 1991. Comme je l'ai dit, le choix du site et de la couche d'argile, c'est un processus qui s'est fait de manière progressive. Et donc de façon prudente, au cours de ce processus, l'ANDRA a continué à étudier d'autres options, et notamment l'option granit. Pour ça, on s'est appuyé en particulier sur des études et sur du retour d'expérience international, et notamment en fait sur les pays scandinaves qui, par la nature de leur sous-sol, étudient, elles, plutôt des solutions de type granitique. Et ça nous a conduit, en 2005, à remettre un dossier qui étudiait la possibilité d'un stockage dans le granit en France, qui a été évalué par différentes instances, par l'autorité de sûreté nucléaire, par la Commission nationale d'évaluation, en fait, qui est une commission qui rend compte au Parlement sur les sujets traités par l'ANDRA, et qui
soulignait qu'il restait beaucoup de questions ouvertes sur la possibilité d'un stockage granitique compte tenu du contexte géologique français, hein, qui n'est pas celui des pays scandinaves. Et en parallèle, sur ces années 2005-2006, on disposait déjà des premiers résultats du laboratoire souterrain de Bure, et dans le cadre d'un avis remis par l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN a considéré que les résultats positifs qui étaient obtenus à Bure ne justifiaient pas, ne rendaient pas prioritaire du point de vue de la sûreté la construction d'un deuxième laboratoire. Et donc c'est à partir de là, effectivement, qu'on a été conforté dans le choix de l'argile, qu'on a complété les résultats à Bure. Donc si je dois résumer, en fait, aujourd'hui, le choix de la couche d'argile, il a été fait en étudiant d'autres solutions par un processus progressif qui a intégré à la fois les résultats qu'on a obtenus au fil des caractérisations et puis un processus d'appel à candidature pour le territoire. Très bien. Sandrine Chottard, sur cette question, on a parlé du choix de la couche. Une fois cette couche sélectionnée, comment et selon quels critères finalement les installations en tant que telles quels critères ont été choisis pour décider de leur installation? Donc, comme pour le choix de la couche, une démarche progressive de comparaison de ce qu'on appelle une variante. Donc, les variantes, c'est les différents modes ou les différents modes de construction ou choix d'implantation d'un projet. Donc, entre 2005 et 2014, il y a eu une démarche progressive avec le territoire, mais aussi avec des comparaisons par rapport à des critères sanitaires et environnementaux pour finalement définir quel sera l'endroit des installations souterraines et aussi de surface. Alors, j'engage le lecteur effectivement à regarder au niveau du mémoire pour plus de détails, et je reviendrai vraiment que sur les points clés. Donc en 2008, il y a eu des échanges avec le territoire pour finalement savoir quelles étaient les parties intéressées, quels critères devaient être pris en priorité. Donc très logiquement, c'est le critère géologique et donc de préservation de la santé humaine qui a été mis en avant afin finalement d'implanter l'installation souterraine. En 2009, en se servant finalement de l'interprétation des données issues du creusement, mais aussi du fonctionnement du laboratoire souterrain au niveau de Bure, il a été mis en place ce qu'on appelle une zone de transposition, une zone de transposition qu'on voit ici en bleu, et on a ajouté des critères un petit peu techniques, mais aussi environnementaux, finalement, pour ne définir que cette zone blanche qui est la zone souterraine qui optimise le critère géologique pour le stockage. Mais tout a continué aussi par échange. Et il a fallu effectivement définir le positionnement des installations de surface. Pour ce faire, la zone de transposition a été agrandie par ces zones en pointillés bleus, vu qu'on a commencé dès cette date à considérer le choix d'une descendrie pour relier l'installation souterraine aux installations de surface. Et on a pris en considération des critères environnementaux comme la préservation de la ressource en eau, donc la présence de périmètres de captage en alimentation, les zones naturelles protégées comme la Natura 2000 et les SNIEF. Juste une petite parenthèse, pour la SNIEF du Bois-le-Duc, à cette époque, elle n'était pas définie. On a aussi regardé les évitements sur les zones urbanisées et tout ce qui était protection des paysages. Donc finalement, il ressort de cette étude les zones que vous voyez ici en vert, qui sont finalement la zone avec des critères environnementaux les plus favorables en tous les cas qu'ailleurs pour l'implantation des installations de surface. Ces deux démarches ne pouvaient que se poursuivre aussi avec cette notion d'insertion du territoire. Donc des échanges ont eu lieu avec les différentes parties prenantes afin de déterminer ce qu'on appelle dans le monde de CIGEO la ZIRA, qui est la zone d'intérêt pour une recherche approfondie. Et donc cette ZIRA, elle a été... On a pris en compte, en plus des critères géologiques définis en 2008, le désir du territoire, très, très logique et très normal, de ne pas implanter la future ZIRA sous des zones urbanisées des villages et de privilégier une implantation de la ZIRA sous les zones boisées et de rendre compatible aussi l'entrée finalement du stockage de la descendrie dans dans la zone limitrophe entre la Meuse et la Haute-Marne. Donc, fin 2009, vous avez ici les 4 propositions de ZIRA qui sont les carrés rouges que vous voyez représentés. Excusez-moi.
On a continué aussi finalement à encore recroiser entre les désirs du territoire, les impacts environnementaux. Donc maintenant, on arrive petit à petit entre le macro et le micro à ces zones mauves qui représentent finalement différents scénarios qui sont favorables pour l'implantation des installations de surface. Des échanges continus, il y a aussi des demandes très, très officielles des conseils généraux de Meuse et de Haute-Marne pour implanter l'entrée principale de stockage dans le périmètre effectivement de la zone limitrophe, ce qui fait qu'au final, l'ANDRA a présenté dans différentes instances, désolée pour la manipulation, dans différentes instances, après avec aussi une instruction technique de l'ASN, des consultations des élus, l'ASIRA que vous voyez présentement, qui a été validée officiellement par le gouvernement en mars 2010. Donc maintenant, on sait où on va, c'est dans ce carré rouge qu'on va présenter et qu'on va chercher de façon plus stricte les installations de surface, mais aussi souterraines. C'est ce qui s'est fait sur une période de 2011 à 2012. Donc les installations, la zone bleue, c'est les installations, la zone de recherche de la zone descendrie. Et en mauve, ce sont les 3 scénarios pour la zone puits. Donc ces 3 scénarios, vous voyez que finalement c'est au niveau des zones boisées. Le scénario 1, c'est la forêt de Montée-sur-Sault. Scénario 2 et scénario 3, c'est les scénarios de part et d'autre des forêts de part et d'autre de la vallée de l'Ormonçon. Suite à un critère technique, le scénario 1 pour la zone puits a été abandonné et le comité de haut niveau a validé finalement l'implantation de la zone descendrie et les 2 scénarios pour la zone puits en février 2013. C'est ouvert effectivement après le débat public, qui a aussi rediscuté de ces points, même si ce n'est pas été les points les plus discutés, sachant que le point le plus discuté qui était ressorti, c'était la demande du territoire une demande forte d'avoir une desserte ferroviaire du centre. Donc au final, au terme de tous ces échanges avec le territoire, l'installation de CIGEO qui est présentée dans le dossier de DUP, c'est 665 hectares que vous voyez en gris au niveau des installations de surface et une installation pour les installations des ouvrages souterrains, le petit carré mauve que vous voyez. Voilà pour le processus global qui a mené à ce choix. Merci beaucoup. On balaye les grands sujets. Une autre question de l'AE concerne l'étude de plusieurs scénarios justement concernant l'inventaire des déchets à stocker dans CIGEO. Je me retourne vers vous à nouveau, Sébastien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'ANDRA prend en compte cette question, ce sujet ? Alors effectivement, plusieurs inventaires sont considérés dans la conception de l'installation CIGEO. En fait, ils sont destinés à couvrir plusieurs scénarios en lien avec les scénarios qui sont étudiés dans le cadre de l'inventaire national des matières et déchets radioactifs, qui identifie plusieurs scénarios qui sont destinés à couvrir en fait plusieurs options d'évolution de la politique énergétique française. Donc aujourd'hui, CIGEO est conçu pour un inventaire qu'on appelle l'inventaire de référence. Et cet inventaire de référence, il couvre les déchets qui sont produits par les installations qui sont autorisées à ce jour. Il fait une hypothèse sur la durée de fonctionnement des réacteurs de production d'électricité nucléaire de 50 ans, et il se place dans la continuité de la politique actuelle en matière de retraitement des déchets radioactifs, qui est supposée poursuivie, c'est-à-dire qu'on va stocker dans CIGEO des déchets vitrifiés de haute activité issus du retraitement des combustibles et non pas des combustibles usés. Et c'est cet inventaire de référence qui est celui qui sera considéré pour les demandes d'autorisation à venir. En complément de cet inventaire, il nous est demandé d'étudier un inventaire qu'on appelle un inventaire de réserve, qui est destiné, lui, à couvrir en fait différents scénarios. Notamment, il va faire d'autres hypothèses sur la durée de fonctionnement des réacteurs, sur des évolutions de politique de retraitement des combustibles, ou des hypothèses sur le développement ou non d'autres filières de stockage qui sont aujourd'hui à l'étude, par exemple des déchets de faible activité à vie longue. Et ces inventaires de réserve, ils donnent lieu à des études d'adaptabilité. C'est-à-dire, c'est l'enjeu pour l'ANDRA, c'est au niveau de la conception de CIGEO, d'arriver à montrer que les choix de conception qu'on fait aujourd'hui, ils vont préserver la possibilité pour les générations futures, si elles le choisissent, de pouvoir stocker ce type de déchets si elles le souhaitent. Alors, on identifie aussi les études qui seraient à mener,
puisque si le choix était fait par la génération future, il faudrait avoir les autorisations, apporter une démonstration de sûreté complète, mais c'est vraiment un enjeu de montrer qu'on conserve une capacité technique de le faire, qui est prévue dès la conception, mais ce n'est pas l'inventaire pour lequel on demande l'autorisation, qui est l'inventaire de réserve, et qui correspond, qui est l'inventaire de référence, pardon, et cet inventaire, il correspond à peu près à 83 000 mètres cubes de déchets, c'est 225 000 colis, et dont environ la moitié aujourd'hui sont des déchets déjà produits. Donc, Cigéo intègre la possibilité de s'adapter si des choix de politique énergétique ou des choix de gestion des déchets conduisent à des inventaires qui seraient différents. Comment ça s'articule avec la question de la réversibilité du stockage, de son développement progressif? Alors, on l'a réaffiché ici. On a rappelé ce que c'est la réversibilité, qui est vraiment une exigence forte qui est intégrée dans tout le déploiement et la conception de Cigéo. La réversibilité, c'est conserver la capacité pour les générations futures, soit de poursuivre la construction et l'exploitation du stockage, soit de réévaluer les choix qui ont été faits et de faire évoluer les solutions de gestion des déchets. En fait, pour assurer cette réversibilité, ça passe par 4 éléments principaux. Le premier, c'est le choix d'avoir une progressivité dans la construction. C'est-à-dire, on ne construit pas tout le stockage, on ne stocke pas tous les déchets d'un seul coup. On a un enchaînement prudent d'opérations qui va nous conduire d'abord à réaliser des essais sans matière radioactive sur des maquettes de colis, puis de commencer par une phase industrielle pilote avec un inventaire de déchets qui sera réduit et des exigences renforcées de récupérabilité. Et puis, ce développement progressif, il permet notamment au fil du temps de bénéficier des meilleures technologies disponibles et de s'adapter à d'éventuelles évolutions d'inventaire. Le deuxième élément qui contribue à la réversibilité, c'est d'avoir ce qu'on appelle la flexibilité de l'exploitation, c'est-à-dire la capacité pour Cigéo d'absorber des variations d'un programme industriel en matière de modalités de stockage des colis, d'évolution des modes de conditionnement ou d'évolution, ce qu'on appelle des chroniques d'arrivée des déchets. Voilà. Et le tout, en fait, sans avoir besoin de construire des ouvrages qui seraient nouveaux ou de modifier significativement les infrastructures. Troisième élément qui est important, c'est l'adaptabilité de la conception. Donc ça, c'est en lien direct avec ce que j'expliquais sur l'inventaire de réserve. C'est maintenir la possibilité technique de stocker d'autres types de déchets si les générations futures le souhaitent et en obtiennent l'autorisation. Et puis dernier point, qui est important, c'est naturellement la récupérabilité des colis, doit être possible, notamment si les générations futures souhaitent s'orienter vers une autre solution de gestion des déchets. Et c'est pour ça que l'ONDRA a intégré, dès la conception de Cigéo, cette exigence de récupérabilité des colis. Voilà. Donc la réversibilité, c'est bien l'ensemble de ces 4 dispositions qui permettent de l'assurer. Avant de me tourner vers le public et vers vos questions, en ce qui concerne ce dernier point justement sur la récupérabilité des colis, l'autorité environnementale vous a demandé d'approfondir le risque de ne pas pouvoir retirer les colis. Qu'en est-il de ce risque? Alors, premièrement, je vais le rappeler, effectivement, l'ONDRA a bien prévu la conception de Cigéo pour permettre cette récupérabilité, et donc ce sera notamment vérifié par des essais, des démonstrateurs, et ce sera testé lors de la phase industrielle pilote. Autre élément important, c'est la raison pour laquelle on pourrait être amené, pour laquelle les générations futures pourraient être amenées à décider du retrait des colis. Première chose, en fait, si on se rapporte au principe de réversibilité, c'est si, par exemple, le choix de s'orienter vers une nouvelle solution de gestion des déchets est identifié. Et dans ce cas-là, en fait, si il s'avérait que la récupérabilité des colis n'était pas possible, on resterait dans le cas de la démonstration de sûreté qui est apportée aujourd'hui, puisque la démonstration de sûreté, elle est faite dans le cas où les déchets sont stockés, restent dans le stockage et on a la totalité de l'inventaire de référence. En fait, on serait couvert par les impacts qui sont dans le respect aujourd'hui de la réglementation appliquée. Par ailleurs, dans le cadre en fait des démarches de sûreté qui imposent d'avoir une approche prudente, on étudie d'autres scénarios. On étudie notamment l'impact pour la sûreté des situations où on serait amené à avoir la défaillance d'un conteneur de stockage. Pour regarder effectivement si il s'avère qu'on doit laisser un colis dans des circonstances dégradées dans le stockage, et ce qui montre qu'on n'a pas d'impact significatif sur l'homme et sur l'environnement si on était amené au maintien dans le stockage d'un colis aux performances dégradées. Et en complément, dans les études de la demande d'autorisation de création, il y aura des choses qui seront complétées dans le cadre notamment des études liées à la gestion post-accidentelle. Merci beaucoup. Je me tourne vers la
vers la régie. Les questions sont ouvertes. On nous les fait remonter en plateau. On va essayer de les regrouper et puis d'en prendre un certain nombre. Une première qui nous parvient, c'est comment la couche géologique de Bure se compare-t-elle au site du réacteur Doclo? Alors une question peut-être un peu technique à nous placer dans le contexte global pour les personnes qui ne comprendraient pas la référence au site du réacteur Doclo, mais est-ce qu'on peut y apporter une réponse? Ouais, alors le réacteur Doclo, en fait, c'est un réacteur naturel qui est souvent cité comme exemple de confinement de matière radioactive, puisqu'il est en fonctionnement depuis une longue période. Sur ce sujet, je vais peut-être laisser la parole à un de nos experts qui est en ligne, Frédéric Plat, qui saura sans doute apporter des éléments plus détaillés. Alors, est-ce que la connexion fonctionne? Est-ce que Frédéric, à distance, nous entend et peut apporter des éléments de réponse sur cette première question? Est-ce qu'on peut... Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Bonsoir, on vous Très bien, entend. bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour reprendre effectivement les propos de Sébastien, donc le réacteur naturel d'Oclo existe depuis environ 4,5 milliards d'années. Hein, donc, il correspond à vraiment des conditions géologiques donc, spécifiques. Et il a été beaucoup étudié, non pas comme un analogue naturel d'un stockage géologique, mais vis-à-vis effectivement des processus qui ont pu concourir au confinement de la radioactivité qui est liée à ce réacteur naturel. Donc, il a fait l'objet de beaucoup d'études sur ces mécanismes et en particulier le rôle des argiles ou d'autres phases minérales, en particulier donc des phosphates, qui ont fait que ce réacteur est resté confiné depuis 4,5 milliards d'années. Donc, on utilise beaucoup ces données. Bien évidemment, les conditions géologiques d'Oclo sont très différentes de celles de la couche de Bure. En revanche, il apporte beaucoup donc, de confirmations sur ce qui fait le confinement d'une radioactivité, en particulier par les argiles. Et ça vient donc conforter dans la spécificité du site de Bure la capacité du calot oxfordien à assurer un confinement de la radioactivité sur plusieurs centaines de milliers d'années et au-delà. Merci beaucoup Frédéric Plat. Est-ce on se retournera vers vous si on a d'autres questions qui arrivent sur ces sujets-là. Est-ce qu'en régie on a d'autres questions qu'on peut regrouper pour les prendre dans cette première séquence de questions-réponses? Je vois les personnes en régie qui s'activent. Les questions sont nombreuses. Alors une nouvelle que je vous partage aux uns et aux autres: CIGEO est prévu pour l'inventaire des déchets issus du parc nucléaire actuel et non pour d'éventuels parcs futurs. Comment ce point-là est pris en compte et abordé par vos équipes dans la définition du projet? Alors oui, effectivement, hein, comme j'ai dit, aujourd'hui, l'inventaire de référence que j'ai cité porte sur les installations qui sont autorisées à ce jour, mais CIGEO est bien conçu comme une installation, comme je disais, qui est flexible et adaptable, donc effectivement qui peut évoluer en matière d'inventaire, sous réserve, bien entendu, de dérouler l'ensemble des processus qui sont prévus par la loi, c'est-à-dire d'apporter les démonstrations de sûreté, d'être autorisé pour le faire, et puis également d'avoir les échanges avec les différentes parties prenantes, notamment en fait dans le cadre de ce qu'on appelle le PDE, qui permet d'échanger avec les parties prenantes sur les principales évolutions des modes de gouvernance autour du stockage. Merci. Y a-t-il d'autres sujets? Il y a des participants qui nous demandent, alors on revient un peu au sujet plus général, hein, mais c'est important d'être bien au clair là-dessus, qui nous demandent des précisions sur l'objet de la réunion de ce soir. Vous avez rappelé le cadre de réponse aux recommandations de l'autorité environnementale. Est-ce que vous pouvez à nouveau rappeler ce cadre et peut-être un peu préciser le propos liminaire que vous avez eu? Oui, en fait, aujourd'hui, le dossier de déclaration d'utilité publique, et notamment son étude d'impact, qui est une pièce très importante du dossier, est un dossier qui est complexe, comme l'a dit l'autorité environnementale, sur un projet d'ampleur. Donc il nous paraissait important, par rapport aux questions de l'autorité environnementale et aux réponses qui ont été apportées, de pouvoir avoir une réunion de présentation et d'explication en fait du contenu de nos réponses avant le début de l'enquête publique, en fait qui contribue dans le cadre de la procédure à la bonne information du public en préalable à cette phase d'enquête qui est destinée justement à ce que chacun puisse faire part de ses contributions sur le projet.
Si, comme vous l'avez rappelé, il y a un choix qui a été fait d'un certain nombre de thématiques pour essayer de répondre le plus largement possible aux recommandations dans le cadre d'une réunion, puisque les sujets sont nombreux, il y a un rapport plus large qui existe et qui peut être consulté par chacun. On a essayé de couvrir les principales, effectivement, donc j'espère qu'on arrivera à répondre aux questions. Et effectivement, le mémoire en réponse est un document public dont chacun peut prendre connaissance sur le site internet de l'ANDRA. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, remarques sur cette première séquence sur la justification des choix? Je vous partage une nouvelle question. Si la récupérabilité n'est pas possible pendant la phase pilote, que se passe-t-il? Alors ça, c'est un des points que vous commenciez à aborder, mais on peut y apporter des précisions. Alors, en fait, la loi précise le processus qui doit avoir lieu à l'issue de la phase pilote. Et effectivement, il y a des objectifs qui doivent être définis pour la phase pilote, qui font l'objet d'un rapport de l'ANDRA, et à l'issue de la phase pilote, il y a une loi qui doit être prise pour décider de la poursuite ou non de l'exploitation du stockage. Donc la suite, elle sera effectivement décidée dans le cadre de cette loi. Par contre, la récupérabilité, c'est une exigence de CIGEO, c'est un objectif de le tester en FIPIL. Elle doit être garantie pour une période qui est d'au moins 100 ans. Donc effectivement, c'est un élément qui sera essentiel de vérifier pendant la FIPIL, et ce sera un élément qui sera naturellement pris en compte pour la décision de poursuivre ou non l'exploitation de CIGEO le moment venu. La FIPIL, on n'a pas encore déroulé cet acronyme, c'est la phase industrielle. C'est la phase industrielle pilote, oui, merci. Du projet. Il y en a quelques-uns, je préfère le préciser pour les personnes qui n'auraient pas cet acronyme. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques sur cette première séquence? Si ça n'est pas le cas, je vous propose le programme est encore chargé, qu'on passe sur le deuxième grand sujet, celui de la démonstration de sûreté, donc la deuxième grande partie de nos 4 séquences de la réunion. La démonstration de la sûreté, Sébastien Combet, vous pouvez nous expliquer comment l'ANDRA répond aux recommandations de l'AE, de l'autorité environnementale sur ce point? Comment vous avez répondu à ce sujet-là? Oui, alors, l'autorité environnementale, en fait, a souligné l'importance d'avoir une vision sur les principes qui sont liés à la démonstration de sûreté pour la déclaration d'utilité publique et pour se prononcer sur l'utilité publique du projet, même si les documents requis réglementairement en matière de maîtrise des risques, ils sont plutôt requis dans les procédures ultérieures. En fait, le développement de CIGEO, qui fait l'objet aujourd'hui de plus de 25 ans de recherche, il s'est fait via différentes itérations de sûreté. C'est-à-dire que ça fait l'objet de plusieurs revues, de plusieurs dossiers qui ont été examinés par l'autorité de sûreté nucléaire lors de revues internationales, et il a fallu justifier progressivement le choix de l'argile, le choix du site et de son implantation, et puis le dernier dossier, ça a été la justification des options de sûreté de l'installation. Un dossier, en fait, on revoit sur la frise qui est présentée les principales étapes du projet. Donc c'est un dossier qui a été soumis en 2016 et qui a fait l'objet d'un avis de l'autorité de sûreté nucléaire en 2018. Voilà, ce qu'on appelle le DOS, le dossier des options de sûreté. Ces options de sûreté, elles ont été jugées par l'ASN en 2018, présentaient en fait un niveau de maturité technologique du projet qui était satisfaisant au stade où on était. Et naturellement, ils ont fait aussi l'objet de demandes de l'autorité de sûreté nucléaire sur des travaux qui restaient à mener en vue de déposer la demande d'autorisation de création, donc qui n'est pas déposée à ce stade, qui sera une des prochaines étapes et sur lequel on travaille. Donc au stade de la déclaration d'utilité publique, en fait, on a, sur la base de ces itérations de sûreté, sur la base de ce dossier d'options de sûreté, les éléments structurants sur les méthodologies, sur les études, à un stade, comme je rappelle, qui était jugé à un niveau de maturité satisfaisant par l'ASN. L'ensemble de ces documents, ils sont publics, ils sont disponibles sur le site internet de l'ANDRA. L'avis de l'ASN est un document qui est public aussi, et le choix qui avait été fait par l'ANDRA, c'était de faire une synthèse de ces éléments, un court résumé dans l'étude d'impact, et puis de renvoyer à ces documents qui étaient publics par ailleurs. Et ça, effectivement, l'autorité environnementale a jugé que c'était largement perfectible, puisqu'on renvoyait à d'autres documents. Et donc, pour le prendre en compte, puisqu'on disposait des éléments au travers de ces itérations de sûreté, on a produit, c'est un travail qu'on a fait ces derniers mois, une synthèse plus détaillée des options de sûreté, qui est joint au mémoire en réponse et qui sera intégré au dossier d'enquête publique pour que soit vraiment partie intégrante du dossier d'enquête publique de la DUP, une présentation complète et suffisamment détaillée des principes structurants de la démonstration de sûreté, des études d'accident qui ont été retenus pour CIGEO et pour apporter la preuve effectivement de la maîtrise de la sûreté de cette installation. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur ces grands principes de sûreté de CIGEO? Alors,
Oui, bien sûr. Donc, les principes de sûreté de CIGEO, on peut rappeler l'objectif principal de CIGEO, c'est de protéger l'homme et l'environnement des dangers que présentent les déchets radioactifs. Et donc, ce qu'on vise notamment, c'est la sûreté à long terme, sur de longues échelles de temps, de manière passive, en reposant sur les barrières géologiques. De manière passive, c'est-à-dire sans intervention humaine, sans reposer sur des dispositions de maintenance ou le maintien de dispositions techniques, par exemple de la ventilation, avec un rôle important de la géologie. Le principe de sûreté est donc d'isoler les déchets en les enfouissant dans une couche d'argile du calovoxpordien à 500 mètres de profondeur, dans une roche qui permet la rétention de la plupart des substances radioactives. Roche qui a été choisie, comme on l'a vu, pour sa stabilité et le maintien de ses propriétés dans le temps. Et comme la démonstration de sûreté, elle doit traiter toutes les phases du stockage, en fait, on distingue deux grandes démonstrations, la sûreté et la démonstration de la sûreté pendant l'exploitation de CIGEO, et puis la démonstration de sûreté sur le long terme, qu'on appelle la démonstration de sûreté en après-fermeture. La sûreté en exploitation, en fait, elle repose sur des principes qui sont assez similaires à ce qu'on a dans les autres installations nucléaires, avec tout de même une précision importante qui est que sur CIGEO, pendant l'exploitation, on a essentiellement des activités qui vont être des activités de manutention. C'est-à-dire les opérations, c'est de la réception de colis, des opérations de contrôle, des opérations de mise en stockage. Il n'y a pas de process nucléaire, de transformation de la matière radioactive. Donc effectivement, on a des risques qui sont liés à ce type d'activité uniquement. Alors, la démarche de sûreté, en fait, de façon générale, elle consiste à identifier des fonctions de sûreté qui sont assurées et à déterminer les performances de chacun des composants qui doivent permettre d'assurer ces fonctions. Par exemple, une fonction de sûreté, c'est isoler les déchets radioactifs. Et donc, ça implique effectivement des performances de la couche géologique. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et pour garantir ces exigences, on fait des choix de conception qui vont reposer d'une part sur des éléments de connaissance qu'on a acquis depuis plus de 25 ans par des essais, et on prend des marges de sécurité pour garantir l'atteinte de ces performances. On choisit aussi des solutions technologiques qui sont de préférence des solutions simples et éprouvées, par exemple en matière de choix des matériaux, pour lesquels on va disposer de retours d'expérience et de bonnes connaissances du comportement dans la durée. Un autre principe fondamental qui est appliqué, un principe classique en matière de sûreté nucléaire, c'est celui de défense en profondeur. Je pourrais donner des exemples par la suite, qui est en fait une succession de ce qu'on appelle des lignes de défense successives, chacune pouvant prendre le relais de l'autre en cas de défaillance. Voilà, donc ces lignes de défense, elles visent d'abord à prévenir les accidents, puis, s'ils surviennent, à en limiter les conséquences, et on va même, pour tester la robustesse du processus d'ensemble, jusqu'à étudier l'impact de situations plus pénalisantes pour vérifier que ça ne conduit pas à des conséquences inacceptables et qu'on a un système qui est robuste. Et donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'on ne se contente pas d'étudier le fonctionnement normal de l'installation, mais on étudie bien des situations accidentelles pour vérifier la robustesse de la conception du système. Vous l'avez dit, vous devez vous assurer que la sûreté sera assurée pendant toute la durée du fonctionnement de CIGEO, soit plus de 100 ans, si je ne me trompe pas. Quels sont les grands principes, les grands axes que vous abordez pour traiter ce point ? Alors, l'enjeu, c'est prévenir les accidents et en limiter les conséquences. Donc, la première étape, ça va être d'identifier l'ensemble des risques qui peuvent se produire. Donc on distingue différents types de risques, les risques qu'on appelle internes nucléaires, qui sont liés au fait qu'on met en jeu des substances radioactives à travers les colis de déchets, donc par exemple des risques liés à la criticité, à la radioprotection. On a des risques qu'on appelle d'agression externe, qui sont des risques non nucléaires mais qui sont liés au fonctionnement de l'installation, par exemple des risques qui peuvent être liés à la chute de colis, et puis on a des risques d'agression externe, des risques qui sont liés à des événements qui peuvent survenir en dehors de l'installation, une inondation, un séisme. Et donc, dans la synthèse des options de sûreté dont je parlais, effectivement, on a une liste assez longue de l'ensemble des risques qui ont été considérés, qui ont été étudiés par l'ANDRA, avec en face les mesures qui ont été prises pour les limiter. L'autre principe, c'est qu'on va étudier différentes situations de fonctionnement. Naturellement, on étudie des situations de fonctionnement normales ou légèrement dégradées, et on étudie aussi des situations de fonctionnement incidentelles ou accidentelles qui résultent de la défaillance de composants. On postule la défaillance de certains composants pour regarder ce qui se passe, et en plus, on étudie des situations de fonctionnement accidentelles plus sévères en termes de conséquences pour vérifier qu'on n'a pas de conséquences inacceptables et qu'on a bien un système qui est robuste. Voilà. Et donc pour ces situations, en fait, on va calculer, on évalue les impacts sur l'homme et sur l'environnement.
Et donc pour chacun de ces risques, pour arriver justement à limiter les conséquences des accidents, on va identifier des mesures qui sont à la fois destinées tout d'abord à prévenir le risque, puis à surveiller pour détecter au plus tôt une dérive possible et la corriger, et puis pour limiter les conséquences des accidents. Si je devais le décrire sur un exemple, si on prend par exemple l'incendie, une des mesures qu'on prend pour réduire le risque, c'est de réduire au maximum la présence de matériaux combustibles dans CIGEO. Par exemple, on ne trouvera pas d'installation, enfin de moteurs thermiques, d'engins moteurs diesel dans l'installation souterraine pour limiter ce risque d'incendie. On a des systèmes de détection qui remplissent cette fonction justement de surveiller, de détecter au plus vite un éventuel dysfonctionnement. Et puis les systèmes d'extinction, de filtration, de sectorisation incendie, qui sont eux destinés à ramener l'installation dans un état sûr et à limiter les conséquences des accidents s'ils survenaient. Merci pour cet exemple et pour ce point spécifique donc sur la sûreté pendant la phase de fonctionnement de CIGEO, on l'a bien compris. L'autre sujet qui est relativement spécifique au projet CIGEO, c'est la sûreté sur le long terme, qu'on appelle la sûreté après fermeture. Pouvez-vous nous expliquer justement comment l'ANDRA évalue cette question de la sûreté après la fermeture ? Oui, la sûreté après fermeture, c'est quelque chose qui est spécifique au stockage de déchets radioactifs, effectivement, et qui s'appuie donc à la fois sur un socle réglementaire qui est défini en France par l'ASN et sur des standards internationaux qui définissent les choses. Les principes, comme je le disais, c'est de viser, le choix qui a été fait en France, c'est de viser une sûreté passive, donc qui repose sur la barrière géologique sans intervention humaine. Et ce que la démonstration a aussi de spécifique, c'est les échelles de temps sur lesquelles elle porte. Néanmoins, dans la logique de cette démonstration, on retrouve des principes qui sont assez similaires à la démarche de sûreté en exploitation, puisque il faut qu'on soit capable d'analyser le comportement du stockage de l'installation. On a bien une phase d'identification des risques de défaillance potentielle, et on étudie de la même façon différentes situations qui ne correspondent pas uniquement à un fonctionnement, à une évolution, comme on l'appelle, normale du stockage, mais aussi à des évolutions qui vont être dégradées, où on postule des fonctions qui ne sont pas remplies, pour, encore une fois, c'est ce principe de base, vérifier qu'on a une conception, un système qui est robuste à d'éventuelles perturbations. Alors, les différentes situations qu'on étudie, on appelle effectivement une situation d'évolution normale du stockage, qui correspondent à l'état de la connaissance actuelle, avec des marges, qu'on prend naturellement puisque on le fait pour tout. On étudie aussi des scénarios qu'on appelle scénarios d'évolution altérés, qui sont représentatifs d'événements qui sont jugés moins vraisemblables. On va postuler des défaillances de certaines fonctions de sûreté. Et on étudie aussi des situations encore moins vraisemblables, qu'on appelle des situations what if. Et là aussi, en fait, on pousse à l'extrême les hypothèses pour vérifier qu'on n'a pas de conséquences inacceptables et que le système est robuste. En plus de ça, on va étudier une chose spécifique au stockage, qu'on appelle les situations d'intrusion humaine involontaire. C'est-à-dire on postule qu'il puisse y avoir des intrusions, par exemple des forages, qui seraient liés à l'oubli du stockage, pour regarder quelles seraient les conséquences de tels événements. Et en fait, cette démarche complète d'identification des risques, elle va permettre de les gérer par des dispositions de conception, par exemple le choix de matériaux qui sont appropriés, dont on connaît l'évolution dans le stockage. On peut aussi gérer les risques par la façon dont on va prendre en compte les hypothèses liées à la géologie, la modélisation des phénomènes, en intégrant des marges de sécurité pour gérer les éventuelles incertitudes qui restent. Voilà. Et donc toute cette démarche nous conduit à évaluer les impacts des différentes évolutions du stockage, à les comparer aux critères qui sont fixés par la réglementation et à vérifier effectivement qu'on n'a pas d'impact inacceptable, quel que soit le type de situation qui est rencontré en termes d'évolution du stockage. Vous avez dit que la démarche de sûreté, elle permet de quantifier les impacts sur l'homme. Vous pouvez revenir sur ce point, nous en dire plus sur les impacts, notamment en situation accidentelle ? Alors, en situation accidentelle, je vais parler effectivement de situations accidentelles qui surviendraient en exploitation. Donc le principe, c'est d'identifier en fait l'accident étudié qui conduit aux rejets les plus importants. Alors l'accident qu'on va postuler, en fait, il résulte d'un cumul de défaillances. Alors pourquoi un cumul de défaillances ? Pour une raison simple, et comme je l'expliquais, si on postule une défaillance unique, en fait, la défense en profondeur va faire que la situation va être maîtrisée, et donc on va conduire à des rejets qui sont soit très faibles, soit nuls. Donc effectivement, on postule un cumul de défaillances. Dans le cas étudié qui est présenté dans le mémoire en réponse, on parle d'un incendie qui
est sur donc, le pont stocker du quartier MAVL, donc déchets moyenne activité Villongue, qui est l'outil qui permet de stocker les déchets, qu'on cumule avec une défaillance du colis qui n'assure plus complètement sa fonction de confinement des matières radioactives, qu'on cumule avec un dysfonctionnement du système d'extinction embarqué qui est sur le pont stocker. Et pour la description de l'accident, on va faire des hypothèses qui maximisent les rejets, notamment en matière de confinement des matières radioactives, puisqu'on considère que l'alvéole de stockage ne va pas retenir toutes les matières radioactives, mais qu'on a une partie qui peut passer à travers cet alvéole. Voilà. Donc on est effectivement sur un cumul de défaillances et d'hypothèses destinées à maximiser le nombre de rejets. Et donc on étudie plusieurs choses. On étudie à la fois l'impact à court terme, c'est-à-dire ce qui peut se passer sur les premières 24 heures lors du passage d'un éventuel panache, lors du premier rejet, en prenant en compte les conditions météorologiques, voilà, avec des hypothèses là aussi qui sont destinées à être pénalisantes. Et puis on va regarder aussi l'impact à moyen et à long terme, et qui a un impact plus indirect par l'impact des dépôts sur le sol ou l'impact de la consommation de produits agricoles ou animaux qui auraient été contaminés. Et on regarde aussi, en fait, on fait des choix en matière de géographique, c'est-à-dire on identifie là où les impacts sont les plus importants, puisque les impacts décroissent assez rapidement avec la distance, dans l'optique de bien identifier quels sont les impacts maximums. Alors les résultats de ces calculs basés sur les études menées au stade du DOS, c'est qu'on a des doses à court terme en fait, qu'on compare au seuil de décision des pouvoirs publics, c'est-à-dire les seuils au-delà duquel on devrait mettre en place des mesures de protection de la population et de mise à l'abri. On est très inférieur à ces seuils, on est d'ailleurs en fait très inférieur même à la radioactivité naturelle ou au 1 millisievert qui est la limite de dose pour le public. Et sur des impacts à plus long terme, voilà, on est inférieur là aussi aux valeurs du Code de la santé publique et on est de l'ordre en fait du 10e de la radioactivité naturelle en impact maximum pour ce type de scénario d'après les études qui ont été réalisées au stade du DOS, du dossier d'option de sûreté. Donc là, on parle bien de situations accidentelles. Et si on revient au fonctionnement normal, quels sont les impacts de CIGEO? Est-ce que ça peut présenter notamment un danger pour la santé humaine, pour la santé des riverains notamment? Alors, en fonctionnement et en situation normale, alors première chose, on va parler en fait d'impact qui va surtout être lié au rejet gazeux, puisque je le rappelle, il n'y a pas de rejet d'effluents liquides radioactifs sur CIGEO, puisqu'en fait ils sont collectés et envoyés vers des filières de traitement dédiées. Et donc l'impact des éventuels rejets gazeux, il est de l'ordre de 1 millième de fois la radioactivité naturelle en fonctionnement. Effectivement, là, on est très inférieur à des seuils qui pourraient conduire à des effets. En matière de sûreté, après fermeture, la réglementation fixe un critère d'impact maximum de 0,25 millisievert, donc qui correspond à peu près au 10e de la radioactivité naturelle en ordre de grandeur, donc valeur qui est respectée sur CIGEO. Et puis en réponse à l'autorité environnementale, on a étudié en fait un troisième type d'impact, qui est l'impact qui serait lié au cumul des rejets pendant la phase d'exploitation, puisqu'effectivement on a des rejets qui sont très faibles, mais l'AE nous a demandé ce que ça donnait en matière cumulée sur la durée d'exploitation. Donc on a apporté des éléments pour vérifier effectivement qu'on reste inférieur au bruit de fond radiologique avec des doses qui sont extrêmement faibles sur CIGEO. Dernier point avant de me tourner à nouveau vers les questions du public. Vous vouliez revenir sur les questions en lien avec une question importante en lien avec la démonstration de la sûreté. C'est la compatibilité de CIGEO avec le développement territorial. On peut apporter quelques éléments sur ce point-là? Oui, bien sûr, effectivement, c'était un point important qui a soulevé beaucoup de questions et de réactions. Ce qu'on peut rappeler sur l'impact du centre lui-même, c'est qu'on a des impacts en fonctionnement normal qui sont très faibles sur CIGEO et des impacts en situation accidentelle qui ne nécessitent pas de mesure. Donc, on n'est pas sur des choses qui sont comparables au niveau de danger que peuvent présenter certaines installations pour lesquelles on est obligé de mettre en place des mesures de maîtrise de l'urbanisation autour. Voilà, je parle notamment d'installations qui peuvent nécessiter des plans de prévention des risques technologiques avec des effets liés à des explosions ou des risques chimiques qui sont plus importants pour les gens qui vivent à proximité. On a un élément aussi qui est la protection du stockage vis-à-vis des risques d'intrusion humaine. Et pour ça, pour le prévenir ce risque, on a des servitudes qui seront mises en place. Et puis on a un centre qui est conçu pour être sûr de manière passive, sans intervention humaine. Donc ça, c'est pour effectivement l'impact du centre sur le territoire.
L'autre volet qui est le développement économique, comme j'ai dit pour le choix de la couche, le fait qu'on soit sur un territoire qui était volontaire pour accueillir un laboratoire qui pouvait devenir un centre de stockage était important, et le développement économique était un souhait des acteurs locaux. Ce développement du territoire, il est proportionné, il est adapté aux besoins, et les différents réexamens de sûreté au cours de la vie de l'installation CIGEO, ils intégreront ce développement du territoire, donc il sera vraiment pris en compte autour de CIGEO. Et en ce qui concerne le lien entre les deux, en fait, l'autorité environnementale souligne ce lien en lien avec la question du contrôle de la société sur le stockage. Et justement, le centre CIGEO, il est conçu pour être sûr, même en cas d'oubli. Par contre, toutes les études qui sont menées autour de la mémoire montrent l'importance et la contribution positive pour la sûreté d'assurer un maintien de la mémoire le plus longtemps possible. Et justement, le maintien d'une activité qui plus est, si elle est liée au centre de stockage CIGEO, apporte une contribution en fait positive au maintien de la mémoire. Donc voilà, donc la question est tout à fait légitime, mais de par le niveau de danger et de par ce volet mémoire et cette contribution positive, aujourd'hui on considère côté ANDRA qu'il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre le développement du territoire et l'installation CIGEO. Merci beaucoup. Voilà donc pour les points sur lesquels on voulait revenir ce soir sur le sujet de la démonstration de la sûreté. Je vais me tourner à nouveau vers la régie et vers vos questions pour voir si certains points peuvent être pris en plateau. Alors une question importante, intéressante, quels sont les risques pour les riverains en cas d'accident dans CIGEO? Donc on parle à la fois du risque riverain dont on a parlé, mais en situation normale, mais là c'est plutôt lié à un sujet accidentel. On peut revenir sur ce point? Oui, comme je l'ai rappelé, en fait, alors, on a différents types d'accidents. J'ai décrit l'accident, étudié le plus grave et présenté les conséquences radiologiques. Donc, on étudie différents types d'accidents, y compris les types d'accidents en fait qui sont liés à des activités conventionnelles. Un exemple qu'on peut avoir, effectivement, on va avoir lors des travaux, des installations de surface, des camions qui vont transporter des produits inflammables. Il y aura des dispositions de creusement par explosif. Et donc ça, effectivement, on peut montrer que sur ces impacts qu'on appelle conventionnels, sur le risque accidentel, ils n'ont pas d'effet significatif en dehors du site. Les zones d'effet, elles sont maintenues dans l'installation. En matière de risque radiologique, ça conduit aux doses que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un impact à court terme qui ne nécessite pas de mesures de protection en particulier, qui est même inférieur, je disais, à une dose annuelle de radioactivité naturelle, et même sur des impacts long terme qui seraient liés au dépôt, à la consommation de produits, on reste de l'ordre du 10e de la radioactivité naturelle. Donc les scénarios nous montrent qu'on n'a pas de risque inacceptable pour la population alentour en situation accidentelle, et on étudie également, d'ailleurs, on compare l'impact que ça peut avoir par rapport au seuil de commercialisation des produits agricoles pour regarder aussi quels peuvent être ces impacts. Très bien. Autre question qui est double, je vous la pose. Allez-vous stocker des bitumes dans CIGEO? Et si c'était le cas, quels seraient les risques liés à ce stockage? Alors, les bitumes sont effectivement des colis sur lesquels l'ANDRA est souvent interrogé, puisque justement, c'est une famille de colis qui est une partie de l'inventaire de référence, une partie de l'inventaire des déchets de moyenne activité à vie longue, sur lesquels l'ASN a fait des demandes dans le cadre des options de sûreté. Donc, les bitumes font partie de l'inventaire de référence, donc il est de la responsabilité de l'ANDRA de concevoir une installation qui sera destinée à stocker ces bitumes. Néanmoins, comme je le disais, dans le fonctionnement de CIGEO et le développement progressif, la première étape, c'est la phase industrielle pilote avec un inventaire limité. Et donc, effectivement, il n'y aura pas de stockage de bitume pendant cette phase industrielle pilote, justement parce qu'on est encore en train de travailler sur les éléments pour apporter la démonstration complète du stockage des bitumes. Les bitumes, ils seront naturellement stockés que si l'autorisation est donnée, et donc que si on est capable d'apporter une démonstration complète de la maîtrise des risques qui sont liés à ces colis. Et aujourd'hui, il y a plusieurs options qui sont en cours et qui se basent notamment sur un programme de caractérisation des caractéristiques de ces colis de bitume, liées notamment à leur comportement en cas d'élévation de température. Et donc on travaille sur différentes options, caractériser le comportement des bitumes. On travaille aussi sur une conception d'alvéoles de stockage à la sûreté renforcée, qui sera vraiment destinée à éviter
que si on avait une situation d'élévation de température, par exemple un incendie, on n'aurait pas de propagation aux colis qui sont situés à côté. Et si on ne pouvait pas stocker les bitumes en l'état, il faudrait travailler sur des questions de traitement de tout ou partie de ces colis de bitume. Donc voilà, aujourd'hui effectivement, on travaille pour que ces déchets de l'inventaire de référence puissent être stockés dans CIGEO. Par contre, ça ne sera le cas que quand la démonstration sera apportée, et ce n'est pas prévu lors de la phase industrielle pilote, qui sera la première mise en service autorisée, si CIGEO se poursuit. Merci beaucoup. Autre question très importante, très liée aux questions de sûreté. Comment est-ce qu'on peut garantir la fiabilité des matériaux de conditionnement pour un stockage qui est prévu, on l'a rappelé, pour des centaines de milliers d'années? C'est bien à cette échelle-là qu'on se constitue. Alors, justement, en fait, on n'a pas besoin de garantir les caractéristiques des matériaux sur sur ce qu'on appelle les barrières ouvragées, c'est-à-dire celles qui sont fabriquées par l'homme. On n'en a pas besoin sur des centaines de millions d'années, puisque le concept de stockage repose majoritairement sur les barrières géologiques et donc sur la couche d'argile. Et donc, en fait, on peut garantir les propriétés sur la couche d'argile, parce que justement, on est sur un environnement qui est stable depuis plusieurs dizaines de millions d'années, et donc sur des échelles de temps qui sont même supérieures à celles de l'échelle du stockage. Donc en fait, on a des enjeux de garantir les propriétés des matériaux sur des périodes de temps qui sont significatives, qui sont la durée d'exploitation qui est séculaire. On est sur des conditions, même sur les installations au fond, qui sont des conditions extrêmement stables physiquement, puisque on s'affranchit de variations d'humidité, de température. Et puis, comme je l'ai dit plusieurs fois, le développement de CIGEO, sa conception, s'appuie sur un programme de recherche de plus de 25 ans. Après, si on veut avoir plus d'éléments, peut-être, on peut donner la parole à Frédéric Plat, qui est directeur de la recherche et du développement, puisque c'est un point sur lequel la connaissance et la recherche sont extrêmement importants pour garantir ces éléments. Alors, est-ce qu'on peut développer, Frédéric, avec vous ce point? Excusez-moi, j'ai mal entendu. Est-ce que vous pouvez préciser voilà, il y a eu un petit problème de son. Est-ce que vous pouvez préciser effectivement la question, le sujet? Il y avait une question sur le fait que le conditionnement, les matières qui seraient stockées, leur conditionnement, comment on peut s'assurer que de leur durée dans un temps extrêmement long comme celui du projet. On rappelait le rôle de la couche géologique, mais est-ce qu'il y a des éléments à préciser sur ce point-là? Tout à fait. Alors, de très nombreuses études ont été conduites sur les différents matériaux de conditionnement des déchets, que ce soit le verre, le béton, d'autres matériaux, pour effectivement évaluer les processus de dégradation et donc la durabilité de ces matériaux. Donc, ces études ont été menées sur échantillons. Certaines sont encore en cours donc, dans le laboratoire souterrain. Et puis, on a fait aussi beaucoup d'études d'analogues naturels ou anthropologiques, en faisant néanmoins donc, attention aux corrélations avec les conditions de la couche du calovo oxfordien. Donc, on dispose aujourd'hui d'un faisceau d'arguments sur effectivement une durabilité donc grande de ces matériaux et qui est très liée bien évidemment aux caractéristiques de la couche et en particulier le fait qu'on a très peu d'eau qui circule et puis des transferts de soluté aussi extrêmement donc lents. Voilà. Merci pour ces éléments de précision. Est-ce qu'il reste des questions sur le sujet de la sûreté? Alors j'attends qu'elles arrivent. Une que je vous partage. Quels impacts pour les cultures vivrières dans mon jardin, pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour les générations suivantes? Une personne qui manifestement habite à 5 km du projet, donc qui est vraiment dans le secteur de ce nouveau projet. Alors, je ne sais pas si on peut repasser en fait un graphique qui était sur une présentation et qui replaçait... Voilà. Donc effectivement, c'est la partie... alors, plusieurs éléments importants en fait sur ce slide sur l'impact des rejets en fonctionnement normal. Donc sur le tableau en bas à gauche, on voit déjà une première chose qui est la décroissance des impacts avec la distance. Donc effectivement, à 5 km, on est de l'ordre de 30% des impacts qu'on a par exemple au niveau du village de Bure. Et puis la partie la plus importante, qui est la partie de droite, c'est où on replace la dose
calculé sur ces impacts en fonctionnement normal, de l'ordre du microsievert par rapport à d'autres éléments, notamment la radioactivité naturelle qui est de l'ordre de 2,9 millisieverts par an. Donc encore une fois, on est 1000 fois inférieur à l'impact de la radioactivité naturelle sur les rejets en fonctionnement normal de CIGEO. Donc on n'a pas d'impact particulier sur les riverains. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'on prend encore une question en régie avant qu'on avance? Alors, des participants, donc c'est un résumé de questions, des participants citent Stocamine, ASSE et demandent s'il y a des ressemblances avec CIGEO. Alors, est-ce que déjà on peut replacer un peu cette question pour les personnes non spécialistes du sujet et puis nous apporter des réponses entre les ressemblances de ces sujets avec CIGEO? Oui, bon alors Stocamine, c'est effectivement une ancienne mine dans laquelle des déchets dangereux ont été stockés et dont on a parlé récemment dans l'actualité pour une décision à prendre sur le retrait ou pas des déchets. Et ASSE est un site de stockage de déchets radioactifs en Allemagne qui se situe dans un dôme de sel qui a été exploité. Donc première différence majeure entre CIGEO et ces deux installations, c'est qu'on voit que ces deux installations en fait sont à la base des exploitations minières qui n'ont pas été conçues pour le stockage de déchets et dans lesquelles, à la fin de leur activité d'exploitation, on a décidé de stocker des déchets. Et donc, elles n'ont pas été conçues de manière spécifique pour ça. Elles n'ont pas été conçues pour la réversibilité, ce qui pose effectivement des questions désormais. Donc voilà, première principale différence, CIGEO est une installation qui est conçue, qui est dédiée pour le stockage de déchets radioactifs. Et puis on a des différences majeures aussi au niveau du type de roche. ASSE est un stockage dans un milieu salin qui a des avantages indéniables du point de vue de la facilité, par exemple, à creuser des galeries. Il y a une absence totale d'eau dans le milieu salin, donc ce qui est intéressant pour le confinement des matières radioactives. Ça évite d'avoir des transferts par l'eau. Simplement, il faut que le stockage reste complètement à l'abri de l'eau, puisqu'effectivement, on le voit bien, le sel est soluble dans l'eau. Et donc effectivement, ça c'est une des difficultés qui est rencontrée par les Allemands et qui ont détecté de la saumure et de l'eau. Et donc là, on est sur des caractéristiques extrêmement différentes des argiles de CIGEO, dans lequel on gère le sujet de l'eau de façon totalement différente. Dernier point, naturellement, dans la conception de CIGEO, là on cite des exemples qui ne se sont pas très bien passés de stockage de déchets, on intègre le retour d'expérience des accidents qui ont pu survenir ou des autres stockages. On pourrait rajouter aussi celui du WIP aux États-Unis, donc tout ça est pris en compte et est intégré à la conception de CIGEO. C'est des projets que vous avez analysés et traités dans la préparation et oui. dans le travail du projet. Merci pour ces éléments de réponse. Je vous propose, comme l'heure passe et qu'il nous reste deux gros sujets à traiter, de passer au troisième thème, au troisième sujet de notre soirée, celui du socle des connaissances scientifiques. En effet, l'ANDRA mène des travaux de stockage géologique profond depuis 30 ans. Sébastien Crombé, vous allez revenir sur plusieurs sujets sur lesquels vous avez voulu apporter des précisions et qui ont été pointés par l'AE. La question du potentiel géothermique et celle de la sismicité de la zone dans laquelle serait implanté CIGEO est un premier point sur lequel on peut revenir. Oui, alors en matière de géothermie, on a rappelé l'enjeu, parce qu'en fait c'est un sujet de discussion. En fait, l'enjeu n'est pas tant de montrer qu'il y a une absence totale de ressources pour la géothermie, puisqu'on a un site qui se situe géologiquement dans le bassin parisien et qui est effectivement un secteur où il y a globalement du potentiel géothermique. Mais c'est bien de montrer qu'on n'est pas sur un site qui a une ressource exceptionnelle, c'est-à-dire à la fois qu'on ne va pas priver les générations futures d'une ressource qui présente un caractère exceptionnel, et également qu'on n'est pas sur un site qui est particulièrement attractif du point de vue d'une ressource qui peut être utilisée. Qui le rendrait singulier par rapport au secteur alentour. Et effectivement, le site de Bure se situe géologiquement dans le bassin parisien, il y a un potentiel géothermique, par contre, il ne présente pas de caractère particulier ou exceptionnel par rapport aux secteurs qui sont alentours. Il y a des études qui ont été menées, notamment un forage profond réalisé dans les années 2007-2008, qui a été
plutôt suivi par la communauté scientifique, qui a fait l'objet d'une étude de l'ANDRA, qui a été examinée par un cabinet mandaté par le CLIS de Bure, par l'IRSN, par la Commission nationale d'évaluation, qui n'a pas remis en cause les conclusions de l'ANDRA. Et puis ce qu'on peut préciser, c'est que, comme je le disais dans la sûreté après fermeture, en complément, on étudie quand même au titre de la démarche de sûreté ce qui se passerait en cas de situation donc de forage via nos scénarios d'intrusion humaine involontaire pour regarder les conséquences. Mais du point de vue de la géothermie, effectivement, on est bien sur un site qui ne présente pas de caractère exceptionnel et c'est bien ça l'exigence réglementaire pour la localisation des sites de stockage de déchets radioactifs. Sur la sismicité ? Alors, sur la sismicité, des questions qui sont... Première chose, on est effectivement sur le bassin parisien qui est une zone qui est du point de vue sismique particulièrement stable, une zone de sismicité faible, secteur géologique très stable et qui est très différent en fait d'autres secteurs, notamment la vallée du Rhône. Alors si je le compare avec la vallée du Rhône, c'est parce que la remarque de l'autorité environnementale, elle fait suite notamment au séisme du Teil qui a conduit à demander de re-questionner la démarche. On dispose autour de CIGEO d'une très bonne caractérisation du secteur, parce que comme l'objet de CIGEO est quand même de stocker des déchets dans le sous-sol, la caractérisation de ce sous-sol, des failles et de la géologie est toujours un point extrêmement important, et donc ça a permis d'avoir des données qui montrent l'absence de déformation, et qui montrent qu'on a une absence d'activité des failles qui sont présentes sur plusieurs millions d'années. En parallèle, on a aussi un dispositif de surveillance qui est en place, donc avec des données de surveillance. C'est ce qui est présenté sur les graphiques ici, c'est de la sismicité donc on appelle instrumentale, et qui montre bien qu'on est dans une zone qui est stable. Ces appareils de mesure couvrant d'ailleurs les séismes d'origine naturelle ou ce qu'on appelle les séismes d'origine anthropique, donc c'est-à-dire qui peuvent être liés à l'activité humaine. Donc voilà, donc aujourd'hui la connaissance qu'on a sur le site par la caractérisation, sur le fonctionnement de cette zone d'un point de vue technique qui est très différent de ce qu'on peut avoir dans la vallée du Rhône, montre que pour nous effectivement on a des garanties sur la faiblesse de la sismicité sur CIGEO et en complément, là aussi au titre de la démarche de sûreté, les règles de dimensionnement des INB nous imposent de considérer quand même des séismes avec des règles de sûreté, des marges de sécurité pour concevoir une installation qui serait robuste effectivement à un niveau de séisme margé par rapport à ce qui pourrait survenir sur cette zone qui encore une fois est particulièrement stable du point de vue sismique. L'autorité environnementale s'est interrogée aussi sur le niveau d'enjeu de la nappe de l'Oxfordien. Alors vous nous rappelez ce que c'est et puis vous pouvez revenir sur ce point un peu plus précisément. Oui, alors les calcaires de l'Oxfordien, en fait, c'est la couche géologique qui est au-dessus des argiles du caleveux oxfordien dans lequel sont stockés, seront stockés si le projet se poursuit, les déchets dans CIGEO. La classification qui est soulevée par l'AE, qui est effectivement une nappe qui est exploitée et qui sert de ressource d'ultime secours, elle est justifiée sur les caractéristiques globales de cette nappe, mais en fait elle reflète une réalité qui est très variable suivant les zones. Comme je l'expliquais, de par le projet CIGEO, l'ANDRA a mené une caractérisation très fine du secteur et du sous-sol. En fait, on identifie 3 types de zones. D'abord des secteurs où cette zone calcaire va être affleurante et donc elle est dégradée, et donc elle présente des perméabilités qui sont élevées, c'est-à-dire elle s'oppose un peu moins à la circulation de l'eau, et donc elle a des caractéristiques qui sont compatibles avec l'exploitation d'une ressource en eau. Et d'ailleurs, on y trouve des captages, par exemple à Gondrecourt-le-Château. Par contre, on est sur des caractéristiques et des secteurs qui ne se situent pas dans la zone d'implantation de l'installation CIGEO. On a aussi des secteurs où cette couche calcaire de l'Oxfordien n'est pas affleurante, elle est sous couverture, mais elle est localement fracturée. Donc là aussi, on peut avoir des caractéristiques qui sont compatibles avec des captages d'eau potable. On a des captages qui sont d'ailleurs dans ces zones-là. Et puis on a des secteurs où ces calcaires, ils ne sont pas affleurants, ils sont sous une couverture d'autres roches et ils ne sont pas fracturés. Et donc là, on est sur des zones en fait qui ont ce qu'on appelle une perméabilité très faible, et donc les vitesses d'écoulement des eaux permettent pas d'être compatibles avec une utilisation de la ressource en eau potable. Et là, c'est la situation qu'on a au droit de l'installation de stockage CIGEO. Et d'ailleurs, tous les captages qui sont référencés dans les bases du BRGM aujourd'hui sont bien situés dans les 2 premières zones. Donc effectivement, si on a une justification de l'enjeu qui est parfaitement justifiée à l'échelle globale de la nappe de l'Oxfordien, la caractérisation qu'on a font qu'on a bien positionné le stockage CIGEO dans un secteur dont les caractéristiques en fait sont pas compatibles avec l'exploitation d'une ressource en eau.
Merci beaucoup. Sur ce socle de connaissances scientifiques, y a-t-il des questions, des demandes de précision ou d'éclaircissement dans le chat? J'attends des remontées en fonction de ce qui arrive en régie. Alors, si l'opération est une réussite, est-ce que d'autres centres de stockage peuvent être envisagés sur d'autres lieux géographiques? Alors, comme je le disais, le centre de stockage Cigéo, il est conçu pour stocker l'ensemble de l'inventaire de référence et il est conçu aussi pour laisser la possibilité aux générations futures d'y stocker des inventaires de réserve. Donc effectivement, aujourd'hui, on a conçu une installation par rapport aux installations qui sont autorisées aujourd'hui et aux évolutions possibles de politique énergétique pour rendre possible effectivement de stocker l'inventaire de déchets à Cigéo. Merci. Y a-t-il d'autres remarques, questions? Elles arrivent, on les regroupe pour essayer d'être le plus efficace possible. Les aléas naturels sont imprévisibles par définition. Que se passerait-il s'il y avait un séisme? C'est un point qu'on a abordé rapidement, mais si les internautes ont besoin de précision, on peut le développer, prendre un peu le temps sur ce point-là. Alors, on dit qu'ils sont imprévisibles, bon, effectivement, mais dans la limite d'un certain niveau de réalisme. Quand on parle de séisme, c'est quand même lié à des caractéristiques physiques du secteur. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, et ça peut-être que Mathieu Laplanche pourrait le décrire, c'est peut-être détailler en fait la méthode qu'on retient pour prendre en compte un séisme et pour concevoir une installation qui va être robuste à des niveaux de séisme qui sont supérieurs à ce qu'on a connu en intégrant l'ensemble des connaissances historiques qu'on a et en prenant des marges de sécurité. Je sais pas, Mathieu, si tu peux compléter sur cette démarche. Mathieu Laplanche, vous nous entendez? Vous pouvez apporter des éléments un peu complémentaires sur ce sujet? Oui, la démarche de prise en compte du risque sismique sur Cigéo, elle est faite en deux parties. Déjà, on définit un aléa, un niveau de séisme auquel l'installation doit résister. C'est basé sur des études de séisme, d'analyse de séisme qui ont pu exister, et on majeure ces niveaux de séisme en prenant des marges afin de se définir un séisme qu'on appelle majoré de sécurité, qui sert de base à la conception de nos installations, où on va dimensionner des structures qui doivent remplir un rôle sous séisme, des tenues mécaniques par exemple, d'équipements ou de génie civil. Donc, à tous les moments, on prend des marges associées à ce dimensionnement au risque de séisme. Merci beaucoup Mathieu Laplanche. D'autres questions, remarques? Pourquoi vous a-t-on accusé d'avoir sous-estimé le potentiel géothermique? Alors c'est un point qui est revenu dans les années précédentes. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point et sur les réponses que vous avez apportées? Alors là, je vais donner directement la parole à Frédéric Plat, qui connaît beaucoup mieux l'historique du dossier géothermique que moi. Alors, Frédéric, on vous sollicite à nouveau. Merci Sébastien. En fait, l'ANDRA a été accusé d'avoir effectivement menti sur le potentiel géothermal. Donc, et en particulier donc, à partir de l'interprétation du forage profond, puisque nous avons effectivement fait, à l'aide de la communauté académique, un forage profond jusqu'à donc 2000 mètres pour évaluer ce potentiel donc, géothermal. Il y a eu effectivement, je dirais, une attaque en justice donc de l'ANDRA qui a conclu donc qu'effectivement l'ANDRA donc n'avait pas du tout donc menti, mais avait bien présenté l'ensemble des conclusions donc de ce forage, avait d'ailleurs reconnu une interprétation donc erronée concernant un débit de production de l'aquifère qui était donc considéré comme pouvant être effectivement une utilisation donc géothermale, mais à chaque fois donc la bonne foi de l'ANDRA a été reconnue et d'ailleurs toutes les expertises ou contre-expertises donc indépendantes ont montré que effectivement le potentiel géothermal du site de Bure qui existe était néanmoins un potentiel géothermal banal, normal et qui ne présentait pas de caractère exceptionnel ou particulier qui pouvait en faire une ressource particulière, et ceci donc est tout à fait conforme au guide donc de l'ASN qui précise que le site donc de stockage ne doit pas présenter une ressource géothermale particulière qui ferait que l'on aurait une intrusion dans le forage, dans le stockage, pardon.
Merci beaucoup Frédéric Plat. Autre question qui nous parvient, une question sur les risques pour les villes proches des futurs transits ferroviaires de déchets radioactifs. On nous parle notamment du risque pour Gondrecourt-le-Château. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point et dire un mot simplement des transits ferroviaires pour les gens qui ne connaissent pas le détail de ces sujets? Oui, alors, effectivement, il y a alors là, on est sur la sûreté du transport et plus sur l'installation CIGEO en elle-même, mais de la même façon, il y a des dispositions et une réglementation spécifique qui s'applique au transport de matières radioactives et qui est destinée à garantir l'absence de risques liés au transport de matières radioactives, y compris pour ces secteurs qui sont à proximité. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste des questions? Alors, une nouvelle question qui s'affiche pour nous ici en plateau. Le laboratoire de Bure est une référence internationale dans le domaine. Est-il prévu de continuer la recherche dans ce laboratoire après la mise en service du stockage de CIGEO? Sur ce sujet, puisque le laboratoire et la recherche dépendent donc de notre direction de la recherche et du développement, je vais redonner la parole à Frédéric Plat, justement sur l'articulation entre la poursuite de la recherche et le développement de l'installation. Alors, une fois que l'installation sera lancée, est-ce que la recherche continuera dans le laboratoire de recherche? Alors, le laboratoire souterrain, il est effectivement un outil donc très privilégié pour étudier la roche et puis étudier les concepts de stockage. Il a été donc convenu que le laboratoire souterrain serait en dehors de l'installation nucléaire de base que représente le centre de stockage CIGEO. Jusqu'à aujourd'hui, donc le laboratoire souterrain a une autorisation donc d'exploitation jusqu'en 2030 et nous prévoyons effectivement une extension de la poursuite de son exploitation pour accompagner le développement donc de CIGEO autant que de besoin. Et nous avons donc ainsi donc prévu un certain nombre donc de jalons de rencontres pour constamment donc se poser la question effectivement des besoins donc pour CIGEO et faire en sorte que le laboratoire souterrain puisse accompagner raisonnablement donc, et au mieux le développement de CIGEO. Et c'est en particulier donc, le cas pour la phase industrielle pilote. Merci à nouveau pour ces précisions, Frédéric. Autre question qui nous parvient par rapport à la nappe d'ultime recours dont on a parlé dans votre présentation tout à l'heure. Est-ce que la référence à cette nappe d'ultime recours signifie que vous allez dégrader les nappes, justement? Alors l'installation effectivement CIGEO est faite pour limiter les impacts et donc ne pas avoir d'impact significatif sur les nappes, puisque quand on étudie en fait les impacts en après fermeture, les impacts qui sont liés à l'eau, à la consommation d'eau, sont effectivement un des points importants qui est étudié. Donc effectivement la conception de l'installation CIGEO, elle est faite pour maîtriser ce risque. Reste-t-il des questions en régie sur ce troisième sujet, sur le sujet du socle de connaissances? Alors, elles nous parviennent, tout ça se fait en direct pour essayer d'être le plus réactif par rapport à vos remarques. Une question nous parvient sur le volume maximum de l'inventaire de réserve. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser les tenants et les aboutissements de cette question, pourquoi elle se pose, et puis y répondre le maximum possible? Alors, je dois avouer que les chiffres sont dans l'inventaire, dans l'inventaire national des matières et déchets radioactifs, que je n'ai pas en tête exactement. Après, je sais pas si un des collègues de l'ANDRA qui est connecté peut sortir et éventuellement répondre dans quelques minutes sur le volume. Je suis désolé, effectivement, c'est un chiffre qui est tout à fait public, mais par contre, je ne l'ai pas en tête. Je propose si la réponse intervient avec un de nos intervenants, qu'on la partage avec vous peut-être dans le chat directement, ou qu'on y revienne ensuite si la question revient. D'autres remarques, ou est-ce qu'on passe à la séquence suivante? Y reste-t-il des sujets qui nous remontent en ligne? Vous êtes nombreux, on essaye de traiter un maximum de questions. Je vous propose qu'on passe au quatrième et dernier sujet de notre soirée, sujet important, celui des enjeux environnementaux. Et cette fois, je me tourne vers vous, Sandrine Chotard. L'autorité environnementale, elle a émis des recommandations sur les sujets environnementaux, et notamment sur deux grands thèmes sur lesquels on va revenir, l'eau et la biodiversité.
Est-ce que vous pouvez revenir sur ces questions et puis peut-être d'abord nous représenter la démarche globale sur les enjeux environnementaux dans le cadre du projet CIGEO? Oui, donc oui, tout à fait. Alors effectivement, je vais prendre quelques instants avant pour refaire une rapide définition de qu'est-ce qu'une étude d'impact. Vu que l'étude d'impact, Sébastien l'a dit, c'est la pièce effectivement un peu maîtresse de ce dossier de DUP. C'est aussi la pièce la plus conséquente. Donc une étude d'impact, c'est un exercice très réglementé. Donc c'est un dossier qui est structuré selon des textes, avec en premier une présentation très technique du projet que l'on soumet à procédure réglementaire. C'est le volume 2 pour les personnes qui iront consulter le dossier. Après, on fait une présentation, un descriptif le plus détaillé possible de l'état actuel de l'environnement sur toutes les thématiques, milieu naturel, milieu physique, milieu humain. Donc c'est le volume 3. Puis, c'est l'estimation des incidences. Donc c'est la partie la plus centrale de l'étude d'impact, vu qu'en fonction du projet et du milieu, on en estime ce qu'on appelle des incidences potentielles, et après on met en place, donc c'est le graphique que vous voyez actuellement, on met en place la doctrine éviter, réduire, compenser, ou ERC dans notre jargon. Donc on essaye en premier d'éviter, donc de faire des installations qui évitent des enjeux. Il reste quand même des incidences. S'il reste des incidences, après on essaye de réduire par des mesures de protection très spécifiques. Et puis, il nous reste ce qu'on appelle les incidences résiduelles. On en arrive à la phase la plus importante aussi, c'est la compensation. Mais pour que ça soit un peu moins théorique, on va dire, je vais juste vous présenter des exemples au niveau de ce qu'on appelle la zone puits. Donc sur cette slide, vous voyez différentes mesures. Donc nous avons plusieurs mesures d'évitement, donc des maintien d'une bande boisée. Donc à l'ouest et à l'est de la zone puits, donc c'est la mesure 1 et la mesure 4. On préserve aussi une chaînée Charmet à l'intérieur de l'installation, c'est la mesure 5. Pour tout ce qui est réduction, on a plusieurs mesures de réduction, mais une des plus importantes et qu'il faut quand même noter, c'est actuellement des travaux au sein de l'ANDRA pour valoriser le volume de verse, donc les matériaux excavés par l'installation souterraine et qu'il faut qu'on stocke à l'intérieur de l'installation nucléaire de base pour après refermer les galeries. Donc on essaye de trouver des filières de traitement afin de réduire la zone sur le bois de plus de 50 hectares, ce qui permettrait effectivement de réduire fortement les impacts. Il faut être honnête, c'est une installation, CIGEO est une installation industrielle qui se développe sur un territoire rural, donc il y a des impacts, il y a des incidences résiduelles, donc on va vers de la compensation. En plus, sur la zone puits, on est dans un milieu boisé, donc de fait, on rentre dans une compensation écologique pour obtenir ce qu'on appelle la zéro perte nette en termes de biodiversité. Sur la zone des cendries ici présentée, on voit dans les mesures 5 en bordure de l'Orge, donc qui est un petit cours d'eau qui passe par le village de Saudron, un espace, c'est-à-dire un espace de plus de 24 hectares où on va faire des mesures écologiques très précises pour permettre de renaturer le site, excusez-moi, de faire revenir de la biodiversité sur les milieux ouverts. Et puis la compensation sylvicole, elle se fait dans d'autres sites avec accord des propriétaires pour faire regagner de la biodiversité dans tout l'ensemble et donc de bien atteindre cette zéro perte nette en termes de biodiversité. Donc voilà, ça c'est la doctrine mesure ERC. Par contre, ça peut effectivement, et ça pourra surprendre les lecteurs de tout le dossier de DUP, c'est qu'on demande une déclaration d'utilité publique pour le centre de stockage CIGEO, mais dans l'étude d'impact, on présente un autre projet, on présente le projet global CIGEO. Ça découle de la réglementation, du changement un petit peu récent de la réglementation, qui demande maintenant de ne pas présenter que le projet qui est porté par le maître d'ouvrage, mais aussi de présenter des projets qui sont nécessaires à la réalisation de ce projet, donc qui sont parfois des projets qui sont sous autre maîtrise d'ouvrage. Donc, dans le cas particulier de CIGEO, on parle effectivement de cette notion de projet global CIGEO, parce que pour faire CIGEO, il faudra amener de l'électricité, donc avec une opération très particulière de RTE, une sécurisation sur une ligne de 400 kV,
aussi l'implantation d'un poste de transformation électrique. Il faut aussi amener de l'eau, donc avec une restructuration des réseaux existants pour que le territoire ait toujours et aura toujours de l'eau de bonne qualité, mais que les besoins de CIGEO puissent aussi être pourvus. Il faut aussi, comme c'était une demande lors du débat public, de faire en sorte qu'il y ait des dessertes ferroviaires pour amener les déchets jusqu'au site. Il faut remettre en niveau une ligne ferroviaire, la ligne 027 000 avec SNCF Réseau. De fait, on a aussi, et ça c'est plutôt dans les principes de conception, la zone des cendries actuellement, il y a l'emprise d'une route existante, une route départementale à RD 60 et 960. Donc pour faire le projet, il faudra dévier cette route pour que la fonctionnalité pour le territoire existe toujours. Et puis CIGEO ne peut se faire que si des déchets arrivent. Donc il y a une opération un peu particulière qui ne se fera qu'en phase de fonctionnement de CIGEO, c'est le transport et l'expédition de ces déchets sous responsabilité des producteurs jusqu'à CIGEO. Donc ça c'est une opération qui n'implique pas de travaux particuliers, mais c'est vraiment une opération qu'on ne pouvait pas exclure du projet global CIGEO. Donc voilà, l'étude d'impact présente avec l'état d'avancement qui est des autres maîtres d'ouvrage, les projets. Alors il y en a qui sont au niveau technique assez avancés, il y en a d'autres, on est vraiment juste sur de la fonctionnalité. C'est pour ça, et Sébastien le disait au préambule, qu'on est parti sur le principe d'actualisation. Cette étude d'impact, elle sera actualisée à chaque dossier réglementaire qui va jalonner l'avis du projet de l'ANDRA avec CIGEO, mais aussi l'avis du projet des autres maîtres d'ouvrage. Donc, quand il faudra faire une déclaration d'utilité publique pour la déviation de la route, ce sera l'étude d'impact ici qui est présentée là dans la DUP, qui sera actualisée, qui sera jointe au dossier. Donc, ça permettra aussi aux personnes d'être tenues au courant de toute l'avancée et de la progressivité de la démarche. Donc, voilà cette notion d'actualisation. Merci beaucoup. Donc ça, c'est pour replacer un peu les enjeux environnementaux dans leur contexte global. On voit que ce contexte est large. Je le disais tout à l'heure, on va revenir plus en détail sur deux sujets, celui de l'eau et celui de la biodiversité. Sur la biodiversité, d'abord, l'autorité environnementale a fait plusieurs recommandations. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces différents points et nous présenter vos éléments de réponse? Oui, tout à fait. Alors, une des premières questions de l'autorité environnementale, c'était justement en lien avec les opérations des autres maîtres d'ouvrage, notre connaissance de la biodiversité et donc de l'analyse multicritères qui ont découlé pour choisir la variante de moindre impact environnemental. Donc quelque chose de très important, c'est qu'effectivement, chaque opération des autres maîtres d'ouvrage fera aussi l'objet de réunions de participation du public, de concertation pour affiner et donc statuer après des analyses multicritères, dont la biodiversité sera un des critères majeurs, la variante de moindre impact environnemental. Toutes les opérations des maîtres d'ouvrage font l'objet et feront l'objet d'inventaires écologiques. Dans un souci de cohérence initiale, et avec accord, on a des conventions avec tous les autres maîtres d'ouvrage coopérants, on est parti sur le principe que l'ANDRA pilote l'ensemble des inventaires écologiques pour nous, mais aussi pour eux, pour qu'on puisse mieux synthétiser et être avec des méthodes et de la méthodologie cohérente, ce qui est quand même la base pour faire des inventaires et en calculer l'autre. Donc, ces inventaires, les données bibliographiques constituent effectivement l'état actuel, on va dire la photographie de l'environnement maintenant tout bien. Donc, on va partir sur ce principe. Comme on continue, on ne s'arrête pas maintenant, c'est pas parce qu'on a fait une photographie de l'état actuel là maintenant qu'on arrête les inventaires, ils sont toujours en cours, il y en a qui se continuent et qui vont se continuer. Donc maintenant, à chaque actualisation de l'étude d'impact, on aura un état actuel qui se basera sur des données naturalistes de moins de 3 ans. Donc ce qui permet effectivement de voir, et si au besoin un enjeu environnemental ressort, eh bien on réactualisera, on fera peut-être des mesures ERC différentes, mais on va prendre en compte aussi l'évolution de l'environnement autour du site. Voilà. Donc tout ça, finalement, cet état actuel qui est régulièrement approfondi, va permettre d'engager, d'affiner, de renforcer toute la mesure ERC.
Une autre, et c'est en lien, une autre aussi remarque de l'autorité environnementale, ça concernait l'opération de l'alimentation électrique avec la sécurisation de la ligne qui passe, donc qui est existante dans le territoire et qui traverse actuellement des zones Natura 2000 et une réserve nationale, l'étang de la Hore. Le projet en lien avec RTE, vous Oui, parliez tout à l'heure. voilà, tout à fait. Alors effectivement, on a anticipé des travaux avec RTE, des travaux finalement de définition technique du projet, vu qu'il n'avait pas été, pour le moment qu'on avait soumis à instruction le dossier, on était parti sur des fonctionnalités, des grands principes de travaux. Donc entre les deux, on a travaillé avec RTE pour avoir un état initial au niveau des pylônes existants encore plus précis. On a travaillé avec eux les travaux, les engagements travaux, ce qui nous a permis effectivement de mieux maîtriser les incidences sur les zones Natura 2000 et de garantir l'absence d'incidence sur ces espèces. Et donc, pour les personnes qui veulent avoir plus de détails, je les engage à aller consulter le volume 5 de l'étude d'impact. Donc ça, c'est effectivement cette progressivité, première partie de la biodiversité. Autre sujet sur la biodiversité, hein, toujours dans cette thématique, pointé par l'autorité environnementale, l'existence et le maintien d'un corridor écologique. Vous pouvez revenir sur d'abord ce qu'est un corridor écologique, c'est pas forcément simple pour tout le monde, et puis nous dire comment c'est traité dans votre travail sur justement ces enjeux environnementaux. Voilà, donc définition très simple, désolé pour les écologues qui nous écoutent. Donc un corridor écologique, ça ressemble à un passage qui relie des espaces naturels entre eux et donc qui facilite la communication, surtout de la faune, d'un milieu naturel à l'autre. Donc c'est souvent des cours d'eau, des lisières, des haies ou des bois. Je maintiens. Donc au niveau du territoire d'implantation de CIGEO, il existe un corridor très particulier vu qu'il est reconnu avec un enjeu régional pour les espèces des milieux boisés au niveau d'un schéma régional de développement du territoire ou STRADET du Grand Est. Et donc ce corridor facilite le déplacement de la faune entre le bois de Montier-sur-Saulx qui est à l'ouest et tout le massif boisé à l'est, donc au niveau de la vallée d'Ormançon, qui comprend effectivement le bois logique, mais qui comprend le bois Lagasse et surtout la zone Natura 2000 de la forêt de Demange à Saint-Jouard. Donc on a étudié, et vous le voyez sur le dossier, sur le dossier actuellement à l'écran, c'est cette petite bande verte qui relie la zone nord de la zone Puy avec la forêt de Montier à l'ouest. Au niveau du terrain et dans l'état initial, on a étudié de façon un peu plus précise la fonctionnalité et l'état de ce corridor. Ce qui a été bien mis en avant, c'est que ce corridor, il n'est pas continu. Il y a encore beaucoup de milieux agricoles ouverts qui ne facilitent pas les déplacements. Vous avez aussi pas mal de routes qui sont aussi un obstacle au déplacement des espèces. De plus, par rapport au déplacement des espèces, on a étudié comment se déplacer les espèces à l'intérieur du bois logique. Les études montrent que c'est plus des déplacements au niveau des lisières, la petite flèche verte, et au niveau des chemins existants, enfin des chemins d'exploitation forestiers. Donc tout ça, et suite à l'interrogation de l'AE, nous a amené, et dans le dossier qui est soumis à enquête publique, à anticiper une mesure particulière qu'on avait prévu de mettre en place au terme du défrichement de l'ensemble de l'espace nécessaire pour la zone Puy. Donc on anticipe la mesure de mise en œuvre d'un réseau de haies qui va donc avoir l'objectif d'améliorer de manière fonctionnelle le déplacement des espèces. Donc ce réseau de haies, c'est des haies qui sont un peu particulières avec des haies multistrates, donc des arbustes, des haies de OG, enfin des arbres de OG et autres, et puis une bande enherbée de 5 mètres aussi qui va permettre à la faune de se déplacer mieux. Et plutôt que de le faire effectivement dans le cadre d'un défrichement qui est un peu plus progressif, on va l'anticiper dès le démarrage du projet. Mais on va aussi, effectivement, par rapport à ce corridor de déplacement,
Le maintien, je vous en avais parlé, le maintien des bandes boisées au niveau des limites ouest, nord et est va aussi favoriser les déplacements des espèces. Et puis, dans la méthode travaux du défrichement en tant que tel, on mettra en place effectivement un principe de battu, hein, c'est-à-dire que on va pas défricher alors que les animaux sont là. Donc il y aura des battus pour repousser et s'assurer que les animaux sont en sécurité avant de venir couper les arbres. Et chose aussi importante qu'il faut dire, c'est que tout cet ensemble, effectivement, va améliorer fonctionnellement le corridor, mais va aussi orienter les espèces, finalement de faune, vers le nord du massif boisé, donc leur permettra de rejoindre plus facilement la zone Natura 2000 de Saint-Jouard. Donc tout cet ensemble est assez cohérent. Et juste, on parle souvent du défrichement du Bois-le-Juc. Le défrichement du Bois-le-Juc, c'est 50% de la SNIEF qui est classée au niveau du bois, mais le massif boisé qui comprend le Bois-le-Juc est beaucoup plus conséquent, donc le défrichement, c'est simplement, c'est pas vraiment simplement, c'est 10% de la surface. C'est quand même un impact, et c'est pour ça qu'on fait de la mesure de compensation. Et ces mesures de compensation, chose aussi importante, en lien avec nos experts qui nous ont donné effectivement tout leur savoir-faire, on a anticipé le guide méthodologique sur la compensation qui a été publié le 1er juin. Et donc notre méthode de compensation est cohérente et en lien formellement avec ce guide, donc ce qui nous permet d'annoncer 0 perte nette de biodiversité sur cet ensemble. Merci beaucoup. Voilà pour les grands éléments de cadrage et de réponse sur le sujet de la biodiversité. Dernier sujet sur lequel on va revenir avant de à nouveau se tourner vers les questions du public, celui de la gestion de l'eau. Alors est-ce que vous pouvez nous dire d'abord en quoi ça consiste de manière un peu globale, de quoi est-ce qu'on parle et puis ce qui est prévu par l'ANDRA dans le cadre des mesures environnementales? Voilà, donc on a 4 grands objectifs pour la gestion de l'eau. Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait un impact quantitatif, il ne faut pas qu'on diminue la quantité d'eau qui est disponible pour le territoire, mais il ne faut pas aussi qu'on pollue l'eau. Donc, le premier, c'est effectivement la non-aggravation en aval des points de rejet du risque inondation. Il y a des communes qui sont en aval, on ne doit pas leur ramener plus d'eau et augmenter leur risque d'inondation. Donc, juste pour poser les marques, il n'y a aucune emprise, Cigéo n'a pas d'emprise sur des zones inondables. En premier lieu, on a fait en conception beaucoup de mesures pour limiter l'imperméabilisation des sols. Je parlais effectivement de 665 hectares pour les installations de surface. Sur ces 665 hectares, on a moins de 20% qui est imperméabilisé sur la zone puits et la zone descendrie, donc ce qui va permettre effectivement de l'infiltration et donc de limiter l'impact quantitatif. Et aussi, on va réguler les eaux pluviales en aval en mettant en place des bassins quantitatifs qui sont dimensionnés pour des pluies centenales pour la zone descendrie et la zone puits, et décennales pour les installations un petit peu linéaires comme l'installation ferroviaire et la route qui va relier la zone puits à la zone descendrie. Donc ça, c'est cette gestion quantitative des eaux. Après, en fonction des eaux qu'on va récupérer, on va mettre en place des traitements adaptés à leur qualité, à leur chimie. Et tout ça, ça a un objectif principal, c'est que le rejet soit compatible avec les critères de bon état chimique et écologique des eaux superficielles. Donc les filières de traitement, elles sont adaptées, elles sont évolutives selon aussi la phase de chantier. On fait aussi un effort assez particulier sur tout ce qui est recyclage des eaux. On va, toutes les eaux industrielles notamment, et même les eaux usées, vont être traitées au niveau de stations d'épuration assez spécifiques, et on va les réutiliser pour finalement tirer le moins possible sur la ressource naturelle en eau potable. Et puis, Sébastien le disait, et c'est à ressouligner, il y a une absence de rejet d'effluents potentiellement radioactifs dans l'environnement. On collecte, dans l'environnement local, on va faire des collectes sélectives dans des zones particulières et on va les éliminer après dans des centres agréés. Donc, vous avez ici la localisation des points de rejet du projet.
Concernant l'autorité environnementale, ils ont fait aussi une recommandation finalement sur compléter notre niveau de démonstration de l'aire d'influence des installations de CIGEO sur les eaux souterraines. Donc il en a été parlé dans le cadre, effectivement, c'est pour démontrer qu'on ne va pas impacter la qualité et la quantité des eaux souterraines. Donc il y a une étude qui a été reprécisée dans le mémoire et qui permet de définir cette aire d'influence. L'étude, elle se base sur des résultats d'études et de traçage hydrogéologique et elle est bien effectivement en fonction de la formation géologique qui est rencontrée. Et donc là, à l'écran, vous avez l'aire d'influence des installations de CIGEO sur la première zone qui est traversée, c'est les calcaires du Barrois. Donc il y a des études, il y a un programme d'études qui est aussi défini pour consolider et préciser la représentation des écoulements, mais en général, les écoulements globalement sont orientés vers le nord-ouest. Dernier point sur le sujet de l'eau, d'autres précisions à apporter avant qu'on passe aux questions-réponses. Tout à fait. Donc on a aussi à apporter des précisions sur la gestion de certaines eaux, c'est les eaux de ruissellement qui sont sur les verses, donc les verses, ces matériaux excavés du calot oxfordien. Donc le calot oxfordien, sa chimie et sa géologie sont très connues. Il y a des études qui ont été poussées pour finalement faire la démonstration que les eaux de que le calot oxfordien mis en stockage ne génère pas des éléments chimiques toxiques qui pourraient être repris et transportés par l'eau, mais aussi qui pourraient par les éléments de poussière contaminer l'environnement. Donc c'est précisé dans le dossier. Par contre, les eaux de verse ont une particularité, elles peuvent être riches en matière en suspension, c'est-à-dire elles peuvent être turbides, on va dire, et elles sont aussi riches en sulfate. Donc elles ont un mode de traitement qui est très spécifique. Alors, le schéma est un peu barbare, je vous l'accorde tout à fait. Vous allez nous l'expliquer. Voilà. Mais dans les grosses mailles, on collecte les eaux de ruissellement des verses dans des fossés étanches pour qu'ils n'aillent pas s'infiltrer dans le milieu naturel. On les envoie vers les bassins quantitatifs pour une première phase de traitement qui est finalement on décante la matière en suspension. Une eau trouble, on essaye de la rendre le plus limpide possible. Après, ces eaux vont transiter vers une installation de traitement très particulière qui va justement, avec des mécanismes particuliers d'osmose et d'osmose inverse à basse pression notamment, qui vont permettre d'enlever les sulfates et de rendre compatible ce rejet en termes de qualité. Après, les eaux retournent vers le bassin, un autre bassin quantitatif, avant d'être régulées et de rejoindre le milieu naturel pour ne pas avoir d'impact sur le projet. Enfin, sur le milieu, excusez-moi. On s'arrête là sur le sujet des eaux. On pourra apporter des questions et des précisions sur ces différents points. Je me tourne vers la régie pour le dernier temps d'échange et de réponse à vos questions. Une première qui nous revient. L'avis de l'autorité environnementale s'interroge sur la création d'une zone protégée au-dessus du site. Mais vous dites le contraire. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? La zone protégée du site, c'est la notion du sanctuaire ? En fait, c'est ça, je pense que c'est la question en lien avec le développement du territoire. C'est-à-dire, effectivement, l'autorité environnementale demandait que l'ANDRA s'interroge sur les différentes options, puisqu'on avait fait un choix clair de développement du territoire et proposait d'autres options. Et effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'autorité environnementale n'impose pas cette solution, elle demande à l'ANDRA, effectivement, de justifier le choix et de se questionner sur l'opportunité. Et comme on l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le niveau de risque lié à CIGEO est compatible avec un développement et du point de vue de la sûreté, et compte tenu des enjeux de mémoire, en lien avec la question du contrôle par la société du site, on a même une contribution qui est, de ce point de vue-là, plutôt positive au maintien de la mémoire sur le site. Donc effectivement, oui, on se pose cette question-là, mais compte tenu de la compatibilité et de l'importance que ça a au niveau de l'acceptation du site, c'est un choix qui ne nous paraît pas devoir être remis en cause aujourd'hui. Alors une question, combien d'eau allez-vous ponctionner pour fabriquer 275 000 mètres cubes de béton ? Alors je crois qu'on a
un spécialiste du sujet qui est à distance, David Dornancourt. Est-ce que vous nous entendez? Peut-être que vous pouvez apporter des éléments de réponse sur cette question un peu technique et très précise. Oui, tout à fait. Bonjour. Oui, donc concernant les consommations d'eau, d'arrivée d'eau, nous avons plusieurs phases et plusieurs natures de besoins. Donc effectivement, dans un premier temps, on va dire, nous avons besoin des eaux liées à l'utilisation sanitaire, mais aussi des eaux liées au processus, au nettoyage ou aussi à la fabrication des bétons. Donc ce que nous avons plusieurs étapes et plusieurs phases. Nous avons dans un premier temps besoin d'environ 500 mètres cubes jour effectivement d'eau pour pouvoir pallier les phases d'aménagement préalable et de construction initiale. Donc effectivement, toute cette phase où il y a reproduction de béton, dans un premier temps, seront gérées avec ça, et avec aussi le complément que l'on apportera par l'eau recyclée, parce que nous allons recycler nos eaux usées, nos eaux industrielles et nos eaux récupérées, nos eaux conventionnelles récupérées des zones souterraines. Donc tout ça permettra effectivement, avec un maximum de 500 mètres cubes jour pendant ces premières phases et ensuite 200 mètres cubes jour pendant la phase de fonctionnement, de couvrir l'intégralité de nos besoins. Merci pour cette réponse précise. Une question importante pour les riverains notamment. Pourra-t-on encore boire l'eau du robinet sans risquer d'être contaminé? C'est une question qui a été rapidement abordée sur les risques pour les riverains, mais on peut y revenir. Oui, enfin, quand je dis, alors peut-être là aussi que les gens pourront compléter, mais l'impact des voies transférées par l'eau sont des choses qui sont étudiées, hein, qui sont pris en compte. Et lorsque on donne des impacts maximaux, on tient compte de l'ensemble des usages. Donc la réponse est oui. Hein, les études qui ont été faites montrent qu'il n'y a pas de risque particulier lié à l'eau dans le cadre du fonctionnement du projet CIGEO. Merci beaucoup. D'autres questions, remarques? Je ne comprends pas la réponse de l'ANDRA à cette recommandation de l'AE, la recommandation qui consiste à revoir l'équivalence géographique sur les critères éco-géographiques et non administratifs. Alors c'est une question précise. Je pense qu'on peut se tourner à nouveau vers Michael Laplanche sur ce... Non, Michael Fauquet. Michael Fauquet, pardon, sur ce sujet-là. Je me mélange dans les intervenants à distance, autant pour moi. Michael, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de réponse sur cette recommandation et sur cette réponse que vous apportez? Oui, bonjour. Cette question vient en fait quand on a présenté à l'autorité environnementale la localisation de nos différents sites de compensation, à la fois les sites de compensation sylvicoles, hein, dans le cadre de la compensation sylvicole suite au défrichement du bois de jus, et le choix de localisation des sites de compensation écologique. Il est vrai que les sites de compensation sylvicole sont essentiellement et exclusivement localisés en Meuse et en Haute-Marne, et certains sont même plus distants. On aurait pu effectivement trouver des sites dans les Vosges qui sont plus proches que certains sites qui sont situés dans le nord de la Meuse. C'était là l'interrogation de l'autorité environnementale. Alors pour la compensation sylvicole, on a fait le choix de faire un appel à candidature en favorisant des sites pour soutenir l'économie sylvicole sur les départements d'accueil en fait. Donc la Meuse et la Haute-Marne. Pour les sites de compensation écologique, même chose. On s'est attaché à se mettre dans cette même unité éco-géographique, biogéographique, c'est-à-dire une zone homogène en fait d'un point de vue climatique et écologique par rapport aux sites d'impact. Merci pour ces éléments de réponse qui, j'espère, répondront à la question de l'internaute. Comment prévoyez-vous de suivre sur la durée la bonne santé de l'environnement autour de CIGEO? Est-ce qu'on peut répondre sur ce point-là, sur le temps long autour du projet? Oui. Donc sur la santé, il y a plusieurs interrogations effectivement qui se posent. Il va y avoir un plan de surveillance effectivement autour de l'installation CIGEO, et la thématique santé est bien sûr aussi au cœur du sujet. Mais par contre, Sébastien pourra apporter plus d'éléments effectivement sur cette notion potentielle de discussion qui ont lieu en ce moment sur un observatoire sur la santé. Alors j'ai parlé de santé de l'environnement en fait. La question parlait de la bonne santé de l'environnement. Mais les éléments de santé sont moi, je pensais extrêmement intéressants également, mais on peut peut-être revenir sur ce
sur ce point Donc on met sur l'environnement, d'état de du coup, l'environnement de façon plus large, comment ça va être mesuré sur le temps, je vous en prie. Voilà. Donc il y a un plan de surveillance qui est présenté, qui va donc regarder les différents critères environnementaux, les différents compartiments. Donc un plan de surveillance sur l'eau qui est adapté aux phases du projet, donc avec des indicateurs particuliers à mettre en place selon la phase, des rendus, des fréquences et des choses comme ça. On aura aussi tout un plan de surveillance sur l'air, sur la géologie, tout ça. Et donc tout ça va se nourrir aussi des éléments qui sortent du plan du dossier d'autorisation de création de l'INB qui viendra prochainement, afin de parfaire notre surveillance, notre connaissance, et de bien être sûr que l'on cadre et qu'on détecte très rapidement une possible dérive pour mettre en place la mesure adaptée et faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque pour les populations, mais aussi pas de risque sur l'environnement. Merci beaucoup pour ces éléments de précision. Alors, je vois mal la question qui s'affiche à l'écran. On peut peut-être le corriger. Est-ce que l'autorité environnementale, alors ça ne m'apparaît plus à l'écran, pourrait être amenée dans 5 ou 10 ans à revoir son avis sur le dossier en fonction notamment de futures données sanitaires ou environnementales? Alors, l'autorité environnementale, comme on a dit, enfin, elle sera saisie dans le cadre de procédures. Donc, premier choix, c'est au fil des autorisations, l'ONDRA actualisera son étude d'impact, et effectivement l'autorité environnementale pourra être saisie, et naturellement, première chose, l'autorité environnementale, elle réexaminera le dossier à la lumière des nouveaux éléments et à la lumière, enfin elle regardera aussi si on a répondu aux questions. Là on est sur la phase d'autorisation. Ensuite on est sur une installation nucléaire de base, donc qui est soumise à des exigences de réexamen de sûreté. C'est-à-dire à minima, tous les 10 ans, de se réinterroger sur l'impact, sur l'usage des meilleures technologies, sur le niveau de sûreté. Donc on est de toute façon, par le principe même d'être sur une installation nucléaire, soumis à une réévaluation périodique des risques qui est soumis à une instruction des autorités, et notamment en phase d'exploitation par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc voilà, effectivement, l'évaluation des impacts, l'intégration du REX, des données de surveillance, c'est vraiment quelque chose qui sera continu tout au long de la durée d'exploitation de 6G. Merci pour ces éléments de réponse. Une question également qui porte sur les trains qui vont acheminer les déchets radioactifs. Est-ce qu'il y a des risques liés à cet acheminement? Comment sont gérés ces risques justement? Alors, ils sont couverts en fait par la réglementation spécifique liée au transport des matières radioactives. Donc effectivement, notamment sur les emballages de transport, qui sont des éléments spécifiques qui sont qualifiés pour résister aux accidents qui peuvent survenir, par des critères également qui portent sur les colis de déchets eux-mêmes qui sont acheminés. Donc effectivement, gérés plutôt par réglementation sur les transports, et notamment exigences liées à la résistance aux différents accidents des emballages de transport. Merci. Autre question qui nous remonte de la régie. Les questions sont encore nombreuses. On essaye de les regrouper pour répondre à un maximum de points en même temps. Est-ce que les éléments s'affichent? On peut prendre des questions sur les sujets environnementaux, mais également s'il vous reste des questions un peu plus transverses avant qu'on conclue la réunion, puisque c'est notre dernier temps de questions-réponses. Les questions sont en train de nous parvenir. On va les prendre dans quelques instants s'il en reste. Alors, il reste-t-il des éléments de réponse? Alors, on me dit qu'il reste une question. On va prendre le temps d'y répondre pour que les personnes ne soient pas frustrées. Je vous partage la question. Pourquoi la surveillance de l'environnement n'est pas déléguée à une entité administrative locale qui, in fine, devra garantir pour les populations la sûreté à long terme? Pourquoi c'est géré au niveau de l'échelle nationale alors qu'il y a des enjeux locaux? Pourquoi c'est pas délégué à une autorité locale pour gérer ces sujets environnementaux? Alors, je passe à la question, enfin, pas sûr forcément de comprendre la question, si c'est une question d'échelle locale versus nationale, ou c'est une question de responsabilité. Pourquoi c'est l'ANDRA qui est responsable et pourquoi pas une autorité différente? En matière de sûreté nucléaire, il y a quand même un principe qui est la responsabilité première de son installation, ça reste sur l'exploitant nucléaire. Toute la réglementation, c'est lui qui est responsable, et y compris de surveiller ces impacts. Il n'est pas seul.
il y a des instances qui doivent être mises en place. Il y a des autorités de contrôle, les différents services de l'État, l'autorité de sûreté nucléaire, mais aussi en dehors de l'INB, d'autres administrations qui relèvent de l'autorité du préfet. Et puis on a également des instances pluralistes, notamment une CLI qui doit se mettre en place. Donc on a effectivement une commission locale d'information. Voilà. Donc effectivement, on a une responsabilité de l'exploitant nucléaire qui a vocation à être l'ANDRA. Et je pense que c'est important, parce que c'est un principe de sûreté d'avoir quelqu'un dont les responsabilités sont claires, mais ça n'empêche pas que d'être contrôlé et de mettre en place des instances pluralistes, des instances de gouvernance qui sont là pour challenger aussi l'exploitant et garantir l'absence d'impact. Merci pour ces éléments de réponse. L'heure tourne, je vous propose qu'on prenne une dernière question et puis après on conclura en donnant les prochains rendez-vous. Alors l'internaute, le participant nous dit: vous avez acquis de nombreuses terres agricoles sur le territoire. Est-ce que certaines seront rendues à l'agriculture pendant ou après la construction de CIGEO? Encore une fois, la gestion dans le temps, peut-être Sandrine sur ce dernier point. Donc effectivement, pour le moment, il y a une maîtrise foncière de certains terrains qui a été faite par l'ANDRA au cours du temps. Maintenant qu'on a affiné les emprises qui étaient nécessaires et que je vous ai montré, qu'on a aussi affiné finalement l'emprise chantier qui va être nécessaire pour les construire, il y aura effectivement au fil du temps, je ne peux pas m'engager et l'ANDRA ne peut pas s'engager sur quand est-ce que ces terrains seront rétrocédés, mais si on n'a plus besoin de ces terrains, ils seront effectivement revendus, revendus sur le territoire. Donc cette maîtrise foncière, elle avait été faite à des moments avec des variantes d'implantation. C'est pour ça qu'effectivement, on a des zones foncières au niveau de la zone des Cendries qui sont plus étendues actuellement. S'il n'y en a plus besoin, on n'a pas vocation à être un aménageur du territoire plus qu'il n'en faut. Merci pour ces derniers éléments de réponse. On arrive au terme de ces 2 heures de réunion. On a essayé de répondre à l'essentiel des sujets. J'espère que chacun aura trouvé des éléments de réponse et un maximum de questions aura pu être traitées. Je vous remercie d'abord Sandrine Chotard et Sébastien Combet pour vos réponses et l'effort de pédagogie que vous avez fait. Je remercie les experts également qui étaient avec nous à distance. Peut-être en guise de conclusion, Sandrine Chotard, je me tourne une dernière fois vers vous et un dernier rendez-vous de participation important qui s'ouvre bientôt. Vous en avez parlé tout à l'heure en introduction. C'est la question de l'enquête publique. Est-ce qu'on peut donner les rendez-vous et les séquences qui viennent par la suite? Donc l'enquête publique pour le dossier de déclaration commence le 15 septembre et se finit le 23 octobre. Donc j'engage toutes les personnes à aller se faire leur propre idée sur le projet, donc en allant consulter le site internet dédié. Vous avez les liens ici, mais aussi à se rendre dans les lieux d'enquête ou d'aller rencontrer la commission d'enquête sur ces 24 permanences et aussi les permanences téléphoniques pour rendre des contributions et aussi au besoin apporter votre pierre à ce projet. Merci beaucoup. Merci à tous les internautes, à tous les participants pour votre participation et vos questions. Rendez-vous donc est donné pour l'enquête publique. Très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Merci. Merci, bonne soirée.